Si quelqu'un me critique, ça veut dire que je suis mauvais, je suis nul. Si j'échoue, ça veut dire que je suis nul. Le problème quand c'est ça, c'est que ça donne exactement comme j'étais. Échouer veut dire juste, voilà ce qu'il me reste à apprendre. Que paradoxalement, les gens qui réussissent n'ont pas besoin de plus de volonté, contrairement au mythe du coaching et du développement personnel, comme quoi on te dit il faut que tu sois motivé, il faut que tu persévères. C'est faux en fait. Un bon moyen clairement de monter sa confiance, c'est d'aller se remémorer un moment où j'ai réussi à accomplir quelque chose de similaire. De voir où est-ce qu'il y a ton génie, sous quelle forme tu es extraordinaire, sous quelle forme tu es unique, sous quelle forme tu es spécial, sous quelle forme tu apportes de la valeur aux autres. Alors David, je te laisse remettre ta caméra à ton petit micro. Apparemment, il y a le monde, les milliers de personnes présentes aujourd'hui ont fait sauter la vidéo en tout cas. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir, ravi qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. Il y a Olivier, il y a Valérie, il y a Rick Carrère, des Pyrénées-Atlantiques. J'espère que tu vas nous ramener un peu de soleil. Ce serait sympa. David, bienvenue à toi. Merci Mathieu. David, avant qu'on commence, parce que tu as préparé vraiment beaucoup de choses, et puis avant de te laisser la parole, parce que les gens ils sont pas venus pour m'écouter, hein, ça, je vais te faire une petite confession. Ce que je te propose avant qu'on commence, c'est qu'on partage un petit peu qui nous sommes chez Mentor Show, quelle est notre mission, pourquoi aussi on est présent aujourd'hui pour cet événement. Évidemment, si j'ai ton autorisation, je te demande quand même avant de commencer. Vas-y. Parfait. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo un petit peu tranchée, on a une mission très importante chez Mentor Show qui est la suivante, qui est de rassembler les plus grands experts pour vous partager les meilleures formations possibles dans des masterclass en ligne avec des leçons en vidéo qui reprennent les codes du cinéma, avec également des exercices pratiques à réaliser en moins de 15 minutes chaque jour pour vous permettre de progresser rapidement, malgré, parfois on manque aussi un petit peu de temps, on a des contraintes personnelles, des contraintes professionnelles. C'est tout simplement, comme je dis toujours, être humain, être normal. Et puis pour vous en dire plus sur qui nous sommes, on est une équipe de 40 personnes qui partagent la même conviction. C'est-à-dire, et puis je pense que David, tu pourras en toucher aussi 2 mots là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on croit, c'est quelque chose qui est au plus profond de nous, chez toutes les personnes qui travaillent chez Mentor Show. Nous, notre postulat, c'est de dire, en fait, pour évoluer, pour avoir une vie épanouie, ça passe par l'apprentissage, ça ne s'arrête pas qu'à l'école, il faut aussi investir sur soi. Et puis donc, c'est en ce sens qu'on propose des cours en ligne avec les plus grandes personnalités dans leur domaine. On a Cyril Lignac. Si vous avez envie de manger de bonnes choses, faire plaisir à vos proches, vous pouvez regarder ce côté-là. On a également Aurélie Valogne, une célèbre écrivaine. Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik, Tony Parker également pour ceux qui ont peut-être des enfants et qui jouent au basket. Et puis beaucoup plus pour vous donner le coup de pouce nécessaire pour devenir une meilleure version de vous-même. Et puis, c'est grâce à cela que nous avons l'opportunité d'organiser des conférences gratuites comme celle-ci. Donc David, ça c'est pour la petite présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens également à te remercier, à te dire qu'on est très heureux de te compter parmi nos mentors. Alors, bon, je ne vais pas dire que c'est à moi d'en juger, parce que c'est plutôt à tous ceux qui nous écoutent d'en juger. Mais en tout cas, pourquoi nous, on est très heureux de te compter parmi nous ? C'est très simple, parce qu'on pense sincèrement que tu es la bonne personne, que tu es le bon mentor pour permettre à tous ceux qui nous écoutent de faire un pas de plus vers une meilleure confiance en soi, de faire un pas de plus aussi dans la bonne direction pour mener à bien leur projet, simplement parce que tu as dévoré depuis tes 15 ans, il me semble, des centaines de livres, d'audio, de formations sur les neurosciences. Tu es allé à la rencontre, dis-moi si je me trompe, mais de plus de 350 personnalités, c'est bien ça ? C'est ça. Tu as, je ne veux pas trop te mettre en avant, mais c'est des faits, c'est des chiffres. Le TEDx français le plus visionné au monde, tu as plus de 900 000 abonnés sur YouTube, tu as plus de 100 millions de vues sur le réseau. Tu es également le coach et conseiller de top performers tels que des docteurs-chercheurs au CNRS,
des champions olympiques, des acteurs, des chanteurs, des serial entrepreneurs. Mais tu as aussi accompagné plus de 40 000 personnes, des personnes comme moi, hein, voilà, comme toi également. Tu leur permets d'avoir plus confiance en eux, mais également d'être plus performants pour les aider à atteindre leur objectif. Et c'est pas tout, parce que il me semble que j'ai lu quelque chose sur toi et ton équipe. Tu as également une chercheuse qui t'accompagne à plein temps, qui fait un travail sur les neurosciences. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Par rapport à Lydia, déjà, si elle nous regarde, Lydia, je te remercie beaucoup. Donc, ouais, en fait, il y a un truc qui me frustrait pas mal dans le développement personnel, dans le coaching, c'est que on fait pas souvent la différence entre ce qui est de l'ordre de nos croyances personnelles, de nos propres théories et de ce que la science valide. Et encore une fois, il y a de la valeur à nos propres croyances, mais c'est très différent de dire à quelqu'un, je suis absolument certain que ça marche et je crois que ça marche. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est d'avoir quelqu'un en interne à plein temps, dont sa mission, c'est en gros déjà de vérifier tout ce que je raconte, qu'est-ce que dit la science par rapport à ça, et aussi de dire, tiens. Donc en fait, désolé, je t'ai coupé, en fait, c'est Lydia qui a le martinet au cas où si David se trompe et partage de mauvaises informations. C'est un peu ça le… En tout cas, c'est une de ses missions d'avoir le martinet, mais au-delà de ça, en fait, l'idée, c'est de dire, tu vois, par exemple, on va avoir un sujet sur la motivation, de lui dire, je veux que tu me recherches toutes les études que tu trouves sur le sujet de la motivation, comment ça fonctionne dans le cerveau. Là, par exemple, en ce moment, on est à fond sur comprendre les différentes parties du cerveau. Par exemple, la dopamine, à quoi elle sert, comment elle fonctionne, par quoi elle est sécrétée, pour arriver justement à donner beaucoup plus de substance à des outils et des stratégies de développement personnel qui sont top, mais arriver à faire la différence des choses qui paraissent top mais elles ne le sont pas et de celles qui le sont vraiment. Donc voilà, si Lydia, tu nous regardes, je te remercie parce que ça aide vraiment. C'est ça. Ça nous aide vraiment à faire passer ce qu'on fait à un autre niveau. C'est vrai que, puis après je ferme la parenthèse, je dis toujours qu'au final, le XXIe siècle, le numérique, c'est bon, mais à la fois mauvais. Parce qu'on a tellement d'informations que parfois, on est complètement perdu. Et c'est vrai que c'est important parfois aussi de prouver ce qu'on avance, de prouver aussi par la science. Donc, ça nous parle vraiment chez Mentor Show. David, en sachant que la mission de Lydia, et qui est la mienne aussi, c'est que des fois, la science a fait peur et c'est d'arriver justement à prendre des études scientifiques ou des histoires biographiques. Par exemple, récemment, je lui ai dit, je veux que tu me lises tout ce que tu trouves sur Mohamed Ali, qui est intéressant par rapport au coaching. Et donc, l'idée pour nous, et c'est ça qui m'inspire vraiment, c'est comment tu prends de la science qui est froide et qui de base est pas pour tout le monde, parce que je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont lu des études scientifiques, c'est indigeste de base. Comment on prend cette matière-là et on la rend agréable, pédagogique, captivante, de sorte qu'elle puisse t'accompagner au quotidien. Top. Écoute, David, tu as préparé beaucoup de choses pour nous. Beaucoup de choses, surtout pour ceux qui nous écoutent. Peut-être un peu trop. Exactement. Je tiens à préciser. À toi de jouer. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça va se passer? C'est très simple pour ceux qui nous écoutent. David a préparé beaucoup de choses. Je vais les laisser tranquilles pendant un petit moment. Ensuite, on va présenter pendant 10 minutes ta masterclass qui est disponible sur Mentor Show. Et puis à la fin, on va mettre vos questions de côté. N'hésitez pas à en poser dans le chat. Il y a Thibaut, il y a Sébastien de l'équipe de Mentor Show. On les met de côté et puis David il répondra à la fin de la conférence. David, c'est parti. On est parti. Je te laisse mettre ta petite préparation. Ouais, ok, top. Bon, déjà, je tiens à remercier tout le monde parce que je vois qu'on est plusieurs milliers, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis très heureux d'être là. J'ai été dans la voiture avant d'arriver là dans notre studio d'enregistrement et je me disais que j'avais de la chance d'avoir des milliers de personnes pour venir écouter sur un sujet comme ça. J'ai beaucoup de gratitude parce que je repensais au David de 15 ans, mal dans sa peau, complexé. Par exemple, je vais te donner une anecdote qui rien que d'y penser tout à l'heure, j'ai retrouvé un petit peu les mains moites. Donc, en fait, je rentrais de l'école comme beaucoup de jeunes et je prenais le bus et je m'installais à l'avant du bus. Je mettais mes mains sur la partie en plastique, là où il n'y avait pas de quoi me tenir avec la barre en fer et je me mettais là, le plus proche possible du chauffeur de bus parce qu'en fait, j'avais mon arrêt de bus à côté de chez ma maman. Il était en retrait, donc souvent le chauffeur le passait à côté. Et c'était tout simple pour lui demander en fait de s'arrêter. Il suffisait que je lève la voix. Mais à ce moment-là, lever la voix, dire monsieur, est-ce que vous pouvez vous arrêter? C'est extrêmement inconfortable. D'où le fait que je préfère souvent me mettre devant pour arriver à pouvoir le lui dire, parce que quand je suis à ne serait-ce que quelques mètres du chauffeur, je préfère me taire, ne rien dire.
me retrouver à marcher 15 minutes. Et le problème n'est pas les 15 minutes, c'est qu'en fait, sur le trajet, en marchant, je me déteste de ne pas avoir osé m'exprimer. Et ça va être le sujet de ma vie, en fait. Oser parler aux filles, oser regarder mon père dans les yeux, oser créer mon entreprise, oser me mettre sur YouTube, on pourra en parler aussi, oser faire des conférences, oser arriver à prendre mon père dans les bras, oser m'aimer. Et donc, ce sujet de oser m'exprimer davantage, arriver à m'aimer, avoir confiance en moi, c'est un vrai sujet. Et donc, moi, la question qui m'a au début obsédé, puis progressivement fasciné, c'est est-ce que la confiance en soi, c'est quelque chose de génétique? Est-ce que le fait d'être charismatique, d'être à l'aise à l'oral, d'être magnétique, de donner envie à d'autres personnes de nous suivre, que ce soit… David, Ouais. je me permets juste de t'embêter 2 petites secondes. Est-ce que tu peux te mettre à peine plus grand, que ce soit plus sympa pour ceux qui sont sur smartphone, par exemple? Je pense qu'il y a que toi qui peux te mettre sur la petite fenêtre où tu apparais. Moi, j'ai pas le droit pour toi. Je peux le faire pour moi. Ça comme ça? Voilà, parfait, nickel, super, Ok. génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que je racontais par contre? T'étais sur la fin, ce que tu recherchais avec les différentes expériences que tu as vécues, etc., etc. Sur la confiance. Ouais, ça m'a fait une petite interruption de schéma. Donc Désolé, hein, c'était pour tout le monde. Non, c'est normal. Autant qu'on puisse me voir. Bref, en tout cas, j'étais dans cette question de est-ce que la confiance c'est quelque chose de génétique? Est-ce que être à l'aise avec les autres, c'est quelque chose qu'il y a des personnes qui ont ou d'autres personnes qui n'ont pas? Et moi, à cette époque-là, quand j'ai entre 12 et 18 ans, finalement, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont nés charismatiques et confiants et il y en a d'autres qui sont pas à l'aise. Et moi, je fais partie du mauvais camp, j'ai pas de bol. Et en fait, c'est ça la question que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pu me fasciner par rapport à ce que dit la neuroscience et j'ai envie de vous embarquer avec moi. Donc, qu'est-ce que la science raconte par rapport à ça? Et aussi d'illustrer ça avec mon histoire et peut-être, si j'ai le temps, des personnes que j'ai pu accompagner, encore une fois, que ce soit dans le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat, le monde artistique, de voir que c'est peut-être pas si génétique qu'on l'imagine. Bien sûr, il y a des paramètres génétiques. Donc déjà, j'aimerais t'embarquer avec moi dans une étude qui a été menée par Fabrizio Benedetti, pardon. Et en fait, le contexte de l'étude, c'est des gens qui ont subi une chirurgie thoracique. Donc, t'imagines que tu es ouvert sur le côté et qu'on déplace des organes et qu'ensuite on te recoue. Et quand tu te lèves, tu as une douleur qui est atroce au niveau du cœur, des poumons. C'est une douleur qui est évaluée à plus de 9 sur 10. 9 sur 10 de douleur. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont découper le groupe en 2 groupes. Alors, pas découper physiquement, mais ils vont créer 2 groupes dans laquelle l'idée, c'est quoi? C'est que il y a un premier groupe où on va leur injecter une dose de morphine dont l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à mieux gérer la douleur, arriver à mieux dormir et arriver à mieux se rétablir. Donc, on va les voir et on leur dit, tiens, on va vous injecter telle dose de morphine. L'objectif, c'est de vous aider. La deuxième moitié, l'autre groupe, on va leur injecter exactement la même dose de morphine. Simplement, on leur dit pas. Parce qu'en fait, au réveil, vu qu'ils ont subi une opération, ils ont déjà des tubes dans leur corps. Et donc, on est capable de leur injecter des choses sans même leur dire. Donc, qu'on soit d'accord. Le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2 ont vécu exactement la même opération chirurgicale. Le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, ils ont reçu exactement la même dose de morphine. Alors, si là, je prenais ma casquette du David Laroche, ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, très scientifique, je te dirais, c'est exactement la même substance qui a été injectée pour les personnes. Donc, on devrait avoir la même qualité de sommeil, on devrait avoir la même gestion de la douleur parce que c'est exactement la même dose. Mais à ton avis, est-ce que c'est le cas? Demande dans le chat si selon toi, alors que c'est la même substance, la même quantité de morphine, à ton avis, est-ce que c'est la même relation à la douleur? Tu peux me le marquer dans le chat. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que alors qu'ils reçoivent exactement, donc je vois Sarah qui dit non, exactement la même quantité de morphine, eh ben, il y en a un qui dit que, enfin, ils disent pas en fait, ils expliquent en gros, enfin, le niveau de douleur, l'impact de la morphine dans le groupe où ils sont conscients d'avoir reçu de la morphine, il est 5 fois supérieur. C'est-à-dire qu'en gros,
la morphine a eu 5 fois plus d'effet sur les personnes qui sont conscientes qu'elles ont reçu de la morphine par rapport au groupe qui n'est pas conscient. Et ça a un impact non seulement sur la gestion de la douleur, mais aussi la qualité de leur sommeil, mais aussi du coup, combien de temps ils vont mettre à pouvoir être sur pied. Est-ce que c'est pas fascinant ce truc-là? C'est la même substance chimique, c'est les mêmes conditions, mais il y en a un qui est persuadé qu'il y a une substance extérieure qui les a aidés, ils ont une croyance qui s'est développée, comme quoi quelque chose est censé les aider à mieux gérer la douleur. Et dans l'autre cas, ils sont pas conscients de ça, et donc du coup, ils ne développent pas une croyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on entend en permanence autour de nous parler du mot mindset, état d'esprit, croyance. Et simplement, aujourd'hui, la question c'est, tiens, est-ce que c'est une fable, cette notion d'état d'esprit, ou est-ce qu'il y a réellement des fondements scientifiques? Quand on parle que quelqu'un a un état d'esprit de tueur, de tueuse, que quelqu'un est déterminé, est-ce que c'est juste une fable, ou est-ce que vraiment ça s'appuie sur des sciences? Et donc là, comme on peut le voir, et c'est ça qui pour moi me fascine, c'est que la manière que les personnes ont de s'imaginer finalement leur convalescence détermine comment ils se sentent et leur douleur. Alors là, peut-être tu vas me dire, ouais, mais c'est justement un cas isolé, placebo, qui s'applique finalement à la santé, mais pas à ma capacité à oser parler à des gens, à ma communication. Donc, est-ce que c'est une fable scientifique? Avant ça, j'aimerais que tu me dises dans le chat, c'est quoi selon toi le mindset? C'est quoi selon toi l'état d'esprit? Parce qu'on parle d'état d'esprit pour entreprendre, on parle d'état d'esprit pour séduire, on parle d'état d'esprit pour arriver justement à oser s'exprimer. C'est quoi pour toi l'état d'esprit? Je vois Laurence qui dit qu'effectivement, c'est un phénomène très connu. Et ça, c'est fascinant parce qu'encore une fois, la relation que j'entretiens aux médicaments détermine quels sont les effets de ce médicament. Alors, j'aimerais t'embarquer dans une autre étude scientifique, qui est une étude qui a été menée par l'université de Stanford, donc aux États-Unis, et dans laquelle, ce qu'ils vont faire, et là, c'est vraiment fascinant, c'est que l'étude, elle est presque inversée. Ils prennent un échantillon assez grand de personnes qu'on va exposer à des critiques. On va les faire faire des tâches, leur faire faire des tâches, et quand ils les font, on va les critiquer sur ce qu'ils font. On va leur dire qu'ils peuvent améliorer ça, que ça, c'est pas top, qu'ils pourraient faire mieux ici. Et d'autres, on va leur même les mettre en condition d'échec, de sorte qu'ils réussissent pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner leur cerveau alors qu'ils sont en train d'essayer de faire les tâches qui leur sont assignées. Et là, les chercheurs vont se rendre compte de quelque chose de fascinant. Parce que quand on étudie les personnes, on n'a aucune idée finalement de la relation qu'il peut avoir entre ce qui se passe dans le cerveau de la personne et la trajectoire de vie de la personne, quelle vie elle peut avoir. À ton avis, qu'est-ce que les scientifiques vont observer en regardant le scanner des cerveaux de ces personnes? Et donc là, ils font une découverte qui est fascinante, c'est qu'on peut séparer le groupe en deux groupes, simplement en regardant le cerveau de la personne. Ils vont se rendre compte qu'il y a un premier groupe qui, quand il se trouve en situation d'échec, ou alors quand il se sent finalement critiqué, il y a une partie du cerveau, et je vais vous montrer dans laquelle exactement, il y a une partie du cerveau, hop, donc là c'est un cerveau découpé en deux qui est quasiment en taille réelle, un peu plus gros. Il y a une partie du cerveau qui est juste ici, qu'on appelle l'amygdale. Pourquoi on l'appelle l'amygdale? Parce qu'elle a une forme d'amande. Il y a une partie du cerveau qui se met en hyperactivité. Donc, il y a un premier groupe de personnes qui, quand on leur dit « c'était pas top », ou alors ils ont raté, ou ils ont échoué, ils n'ont pas réussi à résoudre le puzzle, ou alors ils n'ont pas réussi à finir ce quiz, quand ils sont en situation d'échec, ou alors quand on leur dit que c'était pas top, il y a l'amygdale qui se met en fonctionnement. Et l'amygdale, à quoi elle sert? L'amygdale, c'est une partie du cerveau qui a pour but de gérer notre relation à la peur et à l'anxiété. Par exemple, quand on met un scanner sur le cerveau de personnes qui sont anxieuses, on se rend compte que par rapport à monsieur, madame, tout le monde, leur amygdale est plus souvent en fonctionnement. Donc, il y a un premier groupe de personnes qui, face à la critique, face à l'idée d'avoir le regard des autres qui est critique, ou alors face à l'échec, l'amygdale se met en fonctionnement. Et il y a un deuxième groupe de personnes pour lequel la partie qui se met en fonctionnement, la partie dans laquelle il y a du glucose et de l'oxygène, c'est-à-dire que quand tu mets le scanner, tu vois comme si ça s'illuminait, comme s'il y avait le débit Internet qui allait jusqu'à ce qu'on appelle le lobe préfrontal, dont la mission, c'est quoi? La régulation de tes émotions.
pouvoir justement gérer ta peur, gérer ton anxiété, gérer ta colère. Dont la mission est aussi ta capacité à avoir une vision, la capacité à imaginer le futur de ton entreprise, la capacité à imaginer le couple de tes rêves, la capacité à imaginer qui tu as envie d'être demain. Mais aussi, si on prend la partie droite de notre cerveau, on se rend compte que, donc là, tu vois, si on les fusionne, donc à force de l'ouvrir et le fermer, fonctionne de moins en moins bien mon cerveau là. Donc là, on va avoir toute la partie raisonnement abstraite, logique, et là, on a la partie intuitive et créative. Et on se rend compte que le deuxième groupe de personnes, quand on les met face à l'échec et face à la critique, on va avoir le lobe préfrontal qui s'active à gauche et à droite. Donc ça veut dire régulation des émotions, vision, planification, mais aussi intuition, mais aussi créativité et mais aussi, attention, capacité à voir le monde au travers des yeux de l'autre. À quoi ça sert à ton avis? Ben, ça sert à se mettre dans les yeux de ton mari ou ta femme quand tu as envie de parler avec lui ou avec elle. Ça sert par exemple là pour moi d'en me mettre au travers, de regarder le monde au travers de vos yeux et donc de pouvoir mieux vous parler. Ça sert quand on a une prise de parole, ça sert quand on est en train de pitcher, de présenter notre entreprise. Donc ce qui est fascinant, c'est que dans la même situation, et c'est exactement la même chose que tout à l'heure avec la morphine, dans la même situation, Stanford montre qu'il y a des personnes pour lesquelles il y a une partie du cerveau qui se met en fonctionnement et pour d'autres, une autre partie. Mais ça, c'est pas la partie la plus fascinante. La partie la plus fascinante, c'est qu'il y a une corrélation entre la manière dont le cerveau se met en fonctionnement et s'active et la vie de ces personnes-là. Ils se sont rendus compte que le groupe pour lequel il y avait le lobe préfrontal qui s'activait était plus épanoui en couple, réussissait mieux professionnellement, était en moyenne mieux payé, se sentait plus heureux, avait plus de gratitude dans leur vie, était plus stable dans leurs relations. Donc c'est fascinant parce que ce truc qui est un petit peu nébuleux quand on parle d'état d'esprit ou quand on parle de mindset, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. En fait, ce truc un peu bizarre, Stanford a montré que c'est un petit peu comme un câblage du cerveau. C'est-à-dire que quand on regarde un cerveau, il y a ce qu'on appelle la matière grise et ce qu'on appelle la matière blanche. La matière blanche, c'est tous les câbles. Et la matière grise, c'est tes neurones. Et finalement, t'as beau avoir des neurones, s'ils sont pas bien connectés entre eux, tu vas pas pouvoir accéder aux mêmes parties en toi. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que l'état d'esprit, c'est quelque chose qui se voit scientifiquement, qui se voit avec un scanner. Typiquement, ça voudrait dire quoi? Que si on mettait un scanner sur les milliers de personnes là qui sont où on est ensemble là maintenant, juste en regardant votre cerveau, si je vous dis « Ah, t'es nul, t'es pas à la hauteur, t'es moche, t'es pas beau ». Moi, par exemple, je me trouvais trop petit, je me trouvais pas intéressant, je me trouvais pas charismatique, je me trouvais trop jeune pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Et si on avait mis un scanner sur mon cerveau, sans même me parler, on aurait pu prédire le type de trajectoire, le type de vie que j'allais me créer. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on voit bien que c'est pas quelque chose de nébuleux, mais quelque chose qui a des vrais fondements scientifiques. La mauvaise nouvelle, tu te dis, ah mais merde, du coup, ça veut dire que si moi, j'ai pas le bon câblage, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, pour revenir à la question de est-ce que c'est génétique? Est-ce génétique? En fait, non. C'est-à-dire que Stanford a prolongé cette étude pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'il y a cette configuration de l'esprit. De la même manière que tu peux acheter ton ordinateur, ton Mac ou ton Windows, et tu vas avoir deux Mac, deux Windows qui sont configurés de la même manière, mais en fonction de comment deux personnes vont l'utiliser, des logiciels qu'ils vont installer, les virus qu'ils vont installer sur leur ordinateur, le même ordinateur va être plus ou moins performant avec le temps. De la même manière, on se rend compte que quand tu nais, si tu regardes cette matière blanche, je vais simplifier, les câbles, ils n'ont pas encore été branchés. Et c'est avec le temps que ces câblages se branchent. À ton avis, comment ces câblages se mettent en place? Comment ces croyances se développent? Mets-moi dans le chat selon toi. Alors, ces croyances, elles se développent comment? En fait, tes parents, ils te répètent des choses. Par exemple, mon père, vivons cachés, vivons heureux. C'est une phrase qu'il a dite de plein de manières. Peut-être que tes parents, ils ont dit, ah, les gens qui ont de l'argent, c'est des enculés. Ou peut-être que tu as vu tes parents être en conflit et t'as associé le couple était égal à de la douleur. Par exemple, il y a une étude qui est bouleversante, qui est fascinante à la fois, challengeante en même temps. C'est une étude où ils prennent des personnes de couleur et en fait, ils vont découper à nouveau le groupe en deux. C'est exactement le même test. Les personnes ont la même couleur de peau,
Mais dans un premier test, avant de faire le test, on leur rappelle, au début du test, on leur rappelle qu'ils sont de couleur de peau. Et le simple fait de rappeler à la personne qu'elle est, par exemple, noire, ça va influencer la croyance qu'elle a, qu'elle peut réussir en mathématiques. Et la bonne nouvelle de ça, c'est qu'à l'inverse, quand juste avant, donc c'est des enfants, hein, juste avant de faire ce test mathématique, ils montrent Obama, ils montrent Will Smith, ils montrent des personnes de la même couleur de peau des enfants, mais qui ont fait des trucs incroyables et qui font faire exactement le même test, et ben les résultats explosent. Et donc, les croyances que j'ai développées, le câblage que j'ai développé, il est le reflet de mon environnement, il est le reflet de ma famille, de ma société, il est le reflet des amis que j'ai eus, il est le reflet du prof de sport que j'ai eu, de l'école dans laquelle j'ai grandi et même de la culture du pays dans lequel je suis. Si tu as voyagé, d'ailleurs, c'est fascinant de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes croyances entre un Américain, un British, un Anglo-Saxon, un Français, quelqu'un qui est d'Afrique du Nord, milieu de l'Afrique, Asie. On a développé des croyances qui sont différentes. Certaines sont favorables pour qu'on arrive à se créer la vie qui nous inspire. D'autres étaient favorables fut un temps, mais le sont plus. Par exemple, si je suis né en période de guerre, avoir développé la croyance que les inconnus sont dangereux, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est utile. Mais c'est ça le truc, c'est que enfant, la manière qu'on a de pouvoir survivre dans l'environnement dans lequel on a grandi, c'est d'adapter le plus vite possible les croyances de notre environnement. Et ça, c'est basé sur un endroit qui est très profond de notre psychologie, où d'ailleurs on voit que de base, quand quelqu'un se sent rejeté et critiqué, c'est les mêmes parties du cerveau qui sont activées que si la personne se sent en danger de mort. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas si longtemps, si tu remontes même il y a 100 ans dans l'histoire, et si tu vas encore plus loin dans la préhistoire, il n'y a pas si longtemps, être éjecté de ton cercle social, c'était la mort. Tu n'allais pas à la préhistoire pouvoir aller voir une autre tribu en disant « j'ai été rejeté de ma tribu, est-ce que vous m'accueillez ?» Est-ce que vous pouvez m'accueillir? Et donc, du coup, c'est viscéral ce besoin de s'adapter aux croyances de mon environnement. Et Stanford, ce que Stanford a réussi à montrer, c'est quoi? C'est que finalement, grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité, eh ben, on peut transformer et changer cette programmation-là. Par exemple, ils ont pris un groupe de bouts de chou d'enfants et le fait de les éduquer sur le cerveau, sur comment le cerveau il fonctionne, sur comment ça marche typiquement de développer sa confiance en soi, de comment on fait pour être plus à l'aise avec le regard des autres, eh ben, ils arrivent à changer leur rapport au stress, leur rapport au regard des autres, leur rapport à l'adrénaline, le moment où tu as ton cœur qui bat, les mains moites, que ton champ de vision il se rétrécit, que tu te mets à transpirer, puis avoir froid, avoir des tremblements, on a tous vécu ça. Eh ben, en les éduquant, eh ben, progressivement, on se rend compte qu'il y a des nouveaux schémas neuronaux qui sont en train de se créer. Et c'est ça qui me fascine, c'est ça qui m'a fait créer cette masterclass avec Mentor Show, c'est de me dire, j'ai envie de donner à un maximum de gens ce que moi j'aurais adoré, pas seulement comprendre, mais pouvoir utiliser pour passer de ce David qui arrive pas à parler plus fort à ce chauffeur de bus, qui arrive pas à regarder son père dans les yeux, qui arrive pas à aborder la fille qui lui plaît, et de comprendre qu'en fait, c'est pas génétique, mais ça peut se transformer. Donc déjà, est-ce que c'est pas une nouvelle de dingue de réaliser que l'état d'esprit déjà, c'est pas un truc bizarre ou perché, mais réellement basé sur de la science. Ça, c'est la première chose. Que 2, c'est pas un truc qui est génétique, mais quelque chose qui peut s'apprendre. Donc, quand on voit quelqu'un de charismatique, de confiant, d'à l'aise, il y a des grandes chances qu'il soit comme ça ou qu'elle soit comme ça parce qu'elle a eu un environnement qui l'a aidé à y croire. Et quand tu regardes toutes les biographies de personnes qui étaient monsieur, madame, tout le monde et qui se sont transformés, eh ben, tu te rends compte que c'est comme tous les films. C'est la rencontre d'un mentor, c'est la rencontre d'un héros, c'est la rencontre de Dumbledore, c'est la rencontre de Yoda, c'est la rencontre de cette personne qui les a aidés pour la première fois à se dire « Waouh, c'est possible pour toi ». Moi, les personnes qui ont fait ça pour moi, ça a été mes premières lectures, ça a été Martin Luther King. Je suis tombé sur cette vidéo « I have a dream » et je me suis dit « Waouh, ce gars, il m'inspire ». Je me suis intéressé à sa biographie et en fait, Martin Luther King, c'est intéressant parce que Martin Luther King, il doute de lui-même. Il doute de est-ce qu'il va être capable de pouvoir leader un mouvement si énorme qui est le mouvement finalement de la paix aux États-Unis, même beaucoup plus global. Mais il va avoir une rencontre qui est clé et qui va le motiver à prendre le lead pour arriver à devenir l'homme qu'il est devenu.
Donc moi, ça me fascine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments où des personnes comme monsieur et madame tout le monde vont se mettre à se transformer? Ce que nous dit en plus la science, et je vais pas aller plus loin dans la science, parce qu'encore une fois, on m'a demandé un timing qui est court. L'idée, c'est pas de partir dans trop d'études scientifiques. Je vais te décrire 5 niveaux de confiance en soi, qu'on pourrait simplifier en 3, mais je vais commencer par les décrire de 5 manières. Le premier niveau de confiance en soi, qui en fait n'en est pas un malheureusement, c'est le stade qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'en fait, si tu demandes à une femme en 1910, c'est quoi tes rêves? À ton avis, une femme en 1910, on lui demande c'est quoi tes rêves? Est-ce qu'elle va dire j'ai envie d'être astronaute? Est-ce qu'elle va dire j'ai envie d'être chirurgien? Non. Pourquoi elle va pas le dire? Parce que ça ne rentre même pas dans son spectre de ce qui est possible. Donc c'est même pas, elle y croit pas. C'est plus vicieux que ça. Là, c'est un stade qui est inconscient. C'est je ne considère même pas que c'est possible. D'où le fait que, par exemple, quand un Jamel Debbouze, pour la première fois, arrive à être ce jeune de cité qui crée un parcours incroyable, et ben là, ce qui est magnifique, c'est que il y a toute une ribambelle de jeunes qui se disent, non pas je vais y arriver pour l'instant, mais au moins qui se disent, ah, je peux être né en cité et c'est possible pour moi de réussir de cette manière-là. C'est même pas, j'y crois que je vais y arriver, mais c'est au moins, ça s'ouvre que c'est possible. Par exemple, quand tu prends Thomas Pesquet, qui est donc notre astronaute français, et ben depuis qu'il y a Thomas Pesquet qui est parti dans ses aventures dans l'espace et qui le documente sous forme de vidéo, et ben la France a le record en ce moment du nombre de personnes qui postulent pour être astronautes. C'est-à-dire qu'en fait, on a battu les Allemands. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnes qui se disent oh, en fait, on peut devenir astronaute, c'est beaucoup plus accessible que j'imaginais. Donc, le premier stade, qui est un stade qui est vicieux, c'est que si tu m'avais demandé à mes 15 ans, David, tu rêves de quoi? Si tout est possible, David, tu rêves de quoi? Eh ben, je t'aurais même pas dit beaucoup de choses que j'ai aujourd'hui. Je t'aurais pas dit à mes 15 ans, eh ben, je rêve, là, par exemple, c'est quasiment officiel, donc je peux te l'annoncer. C'est pas totalement verrouillé, mais c'est énorme pour moi. Dans 10 jours, normalement, si ça se fait, je vais rencontrer Richard Branson. Pour moi, ça a beaucoup de valeur de rencontrer Richard Branson. Il m'inspire énormément par ses aventures et par ce qu'il a accompli en termes de business. Si tu m'avais demandé au David de 15 ans, allez, si tout est possible, tu rêves de quoi? Je t'aurais même pas dit rencontrer Richard Branson, parce que moi, j'en étais à un stade où mon plus grand rêve, à ce moment-là, c'était déjà d'arriver à m'aimer, à ne pas me suicider. Et je me disais, si j'arrive déjà à être en couple, c'est incroyable. J'en étais même pas au stade d'avoir une femme qui me plaît. C'était déjà, j'aimerais être en couple. Donc ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est le stade où justement, tu as été inspiré par quelqu'un. Au moins 70% des biographies que je lis ou que Lydia lit de personnes qui ont justement fait ce switch, eh ben, ça démarre quasiment tous d'une lecture, d'une rencontre ou d'avoir vu quelqu'un en vidéo ou à la télé, de se dire, waouh, dans les cases de ce qui est possible, je peux arriver à faire ce truc-là. Et c'est là où, finalement, si on reprend ce qui se passe ici, pour la première fois, mon amygdale va être un peu moins en fonctionnement et je vais commencer à avoir le lobe préfrontal qui commence à s'activer un peu plus et dire, waouh, je peux être astronaute. Parce qu'en fait, jusque-là, c'est comme si je te disais, tiens, par exemple, je vais prendre Yann. C'est comme si je demandais à Yann, c'est quoi tes rêves? Mais que quand il se demande c'est quoi ses rêves, il est en train de réfléchir dans une boîte qui est limitée. Et donc, c'est comme s'il se disait, tiens, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Mais il se rend pas compte qu'il y a une boîte de rêves qui est beaucoup plus grande. Le niveau 2, c'est, là, je pense que c'est possible d'être astronaute, mais par contre, j'arrive pas à croire que moi, j'en suis capable. Et là, c'est le stade où quand j'ai commencé à me dire, ah, je rêve d'être confiant, mais j'arrivais pas à me dire, je suis capable d'être confiant et je m'aime. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais ce rêve. Je rêve d'être confiant, je rêve d'être à l'aise, je rêve de pouvoir arriver à avoir de l'amour pour moi-même, je rêve de pouvoir prendre mon père dans les bras. Et potentiellement, aujourd'hui, certains d'entre vous, vous en êtes là. Arrivez à croire que c'est possible pour vous d'entreprendre. Arrivez à croire que votre corps, il est beau. Arrivez à croire que c'est possible de réussir sur YouTube, d'arriver à croire que vous méritez d'être en couple, arriver à croire
que tu mérites de communiquer plus clairement, peu importe ce que c'est pour toi. Et donc, croire de réussir, perdre du poids, d'être indépendant financièrement, d'avoir le couple de tes rêves, d'être charismatique. Le niveau d'après, qu'on va travailler ensemble pendant notre masterclass, c'est que, et moi, mon objectif, c'est de te faire passer de stade en stade en fonction de là où tu en es aujourd'hui, en sachant qu'on soit d'accord. On est tous dans les 5 niveaux en fonction des contextes donnés. Moi aujourd'hui, il y a forcément des endroits où je suis au niveau 1, dont j'ai même pas conscience moi-même que c'est possible. Il y a des endroits où je suis au niveau 2. Par exemple, si on prend mon développement à l'international, il y a des endroits de ma vie où je me dis, oh, tu penses que je peux arriver à faire ça? Et je suis encore dans ce doute-là. Il y a des endroits dans ma vie où je suis clairement dans j'y crois, je peux le faire. Et là, ça m'amène au niveau 3 où c'est une chose d'y croire. Je crois que je peux aller sur YouTube, je crois que je peux parler aux filles et tu commences à y croire. C'est autre chose de le faire. C'est autre chose d'y aller. C'est autre chose d'aller aborder la femme qui te plaît dans la rue ou de voir un homme qui te plaît dans l'open space et de commencer à créer une conversation avec lui. C'est autre chose. Moi, par exemple, je n'osais pas m'exprimer auprès de mon père ou j'osais pas raconter des blagues avec des potes. Et là, c'est la phase où je crois suffisamment en moi pour commencer à mettre en mouvement. Parce qu'on est d'accord que c'est une chose de dire je peux y arriver, c'est une autre chose que de démarrer. Tu vois, quand j'ai fait mon spectacle, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit waouh, mais moi aussi, je me disais que j'avais envie de le faire, que je pouvais faire un spectacle, mais ils n'étaient pas encore au stade de je me mets en mouvement. Potentiellement, tu vas te reconnaître dans ce stade-là, oser créer ta boîte là maintenant, oser justement parler à la personne qui compte pour toi, oser faire une vidéo, oser assumer tes idées, oser dire non par exemple, oser poser tes limites. Et encore une fois, en fonction des contextes, peut-être au niveau 3. Et le niveau 4, c'est pas simplement tu oses, mais tu oses le faire, mais en plus, tu es impactant. Si je reprends mon exemple, c'est une chose de voir une fille qui me plaît et d'oser aller lui parler, mais combien de fois j'ai fait ça et en y allant, j'ai mon ventre qui se serre, j'ai les mains moites, je commence à transpirer, je commence à avoir mon champ de vision qui se rétrécit, je perds mes mots, j'arrive pas à m'exprimer clairement, je sens ma mâchoire qui est tendue, je sens ma gorge qui devient sèche et j'arrive pas en fait à être bien. Donc j'ai osé, mais je suis pas impactant. Par exemple, j'ai accompagné des entrepreneurs à pitcher leur entreprise et donc typiquement ils étaient au niveau 3, c'est-à-dire je crois que je peux le faire et j'y vais. Donc ils prennent leur deck, leur présentation d'entreprise et ils vont pitcher leur entreprise. Mais une fois face aux investisseurs, terreur. Comment tu passes de ce niveau 3 au niveau 4 où tu as de l'impact, où tu es vraiment pleinement en accès à tes ressources? Et j'imagine que tu as vécu ça. D'ailleurs, mets-moi dans le chat un moment dans ta vie où tu t'es senti pleinement impactant, tu t'es senti pleinement confiant, tu t'es senti pleinement charismatique, tu t'es senti pleinement en train d'accéder à tes ressources. C'est-à-dire que tu étais en train peut-être de faire une prise de parole devant d'autres managers, devant tes collègues et tu sentais que c'était fluide. Tu te sentais au niveau température, tu sentais que c'était la bonne température, c'était confortable, c'était calme, tu avais une respiration qui était posée, les mots qui te venaient de manière fluide, tu avais un dialogue intérieur qui était soit silencieux, soit qui était vertueux. Et là, tu sens que chaque mot que tu dis, eh ben, tu sens que ça fait mouche. Et donc ça, c'est le dernier niveau de confiance en soi. Donc si on résume, le niveau 1, tu n'arrives même pas à imaginer que c'est possible pour toi. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, peut-être que tu te dis, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que tu te dis que c'est même pas possible pour toi d'y arriver. Peut-être que financièrement, tu n'arrives même pas à considérer de pouvoir générer 10 fois plus de revenus. D'ailleurs, c'est un exercice que j'adore faire, c'est d'imaginer 10 fois plus quelque chose. Peut-être que tu n'arrives même pas à imaginer d'avoir 10 fois plus de notoriété. Tu n'arrives même pas à imaginer d'avoir 10 fois plus d'amour pour toi-même. Tu le considères même pas parce que pour l'instant, c'est en dehors de ton spectre. Deuxième niveau, c'est j'arrive à le considérer, mais j'arrive pas à croire que c'est pour moi. J'arrive pas à croire que je vais pouvoir, tu vois, il y a une vidéo par exemple de Céline Dion, tu la vois à 16 ans, elle te dit « je vais être une star internationale ». Et là, tu sens vraiment beaucoup de certitude. Et là, tu sens la certitude de je peux être libre financièrement, je peux arriver à sécuriser. Par exemple, pour moi, une vraie victoire, c'était pouvoir dire à ma mère
écoute, si tu as un problème, je suis là pour te sécuriser financièrement. Le niveau 3, c'est, hop, ça va passer. Le niveau 3, c'est, ok, j'y crois, c'est bien. Maintenant, il s'agit d'oser le faire. Je me rappellerai toujours ma première vidéo sur YouTube où je me disais, ok, je voyais les gens sur YouTube, on n'était pas encore une ère où il y avait beaucoup de personnes sur du contenu, c'était plus des humoristes, il y avait Norman qui faisait des vidéos, je voyais ça, et je me disais, moi aussi je peux le faire, mais je le faisais pas en fait. Parce qu'à chaque fois que je me filmais en vidéo, je me regardais, je me trouvais ridicule, je me trouvais pas bon, j'articulais pas assez, j'étais pas assez captivant, je bougeais dans tous les sens, et j'osais pas publier. Et puis un jour, et ça a été une vraie victoire pour moi, j'ai osé prendre ma vidéo, la mettre sur YouTube. Il s'avère qu'elle n'était pas extraordinaire du tout et qu'il y a un mec sorti de nulle part qui m'a dit ah, « David, tu mérites pas de vivre ». Et c'est assez drôle quand tu penses par rapport à quelqu'un qui avait des pensées de suicide, donc c'était très désagréable. Et pendant longtemps, je suis resté bloqué au stade de je fais des vidéos, mais je suis pas à l'aise. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, Mathieu il parlait de mon TED qui est devenu le TEDx francophone le plus vieux au monde. Je sais plus à combien on est actuellement, c'est 3,5 millions ou 3,8 millions de vues, ce qui est énorme. Et je t'invite à regarder mon premier TED, le tout premier qui est 2 ans avant. 2 ans avant, tu vois que j'ose clairement, je m'exprime bien en soi, mais tu sens, parce que on est d'accord, c'est un dégradé. Hein. Le niveau 4, c'est pas binaire. C'est-à-dire que c'est un dégradé entre j'ose et à quel point tu as confiance en toi. Et quand tu regardes mon premier TED, tu vois que j'ose, tu vois que j'ai suffisamment confiance pour être là, je suis clair, mais je suis tendu, tu vois, je suis pas détendu. Et quand tu regardes mon deuxième TED, tu vois que c'est un petit peu comme si j'étais en train de parler à des amis, je suis tranquille, je respire, je suis moi-même, je fais rire mon public. Et du coup, on passe d'un premier TED qui a bien fonctionné, on a dû faire 300 000, 400 000 vues, que j'ai préparé, mais tu imagines même pas comme un malade. J'ai appris chaque phrase par cœur, je l'ai répété dans tous les sens. J'étais stressé, t'imagines même pas, avant de monter sur scène vers mon TED. Et il a eu un bon impact. Et un autre TED que j'ai préparé littéralement la veille. J'ai fini mes slides 15 minutes avant de monter sur scène. Et tu sais ce qui s'est passé avant de monter sur scène? Je me suis dit, prends du plaisir, rends service aux gens qui sont dans la salle, essaye d'impacter au moins une personne et prends ton temps. J'ai respiré, je suis allé sur scène détendu et de manière tranquille, j'ai eu beaucoup plus d'impact avec beaucoup moins d'efforts. Donc ça, c'est le dernier niveau qu'on va travailler ensemble dans la masterclass, c'est ça. C'est pas seulement comment faire des prises de parole ou gérer ton codir ou tu peux avoir appris, par exemple, la CNV. Qui a appris la CNV, la communication non violente? Tu peux avoir appris la CNV. Le moment où tu te retrouves face à ton mari ou ta femme et qu'il fait la mimique que tu détestes, toute ta théorie, elle part. Et pourtant, tu oses utiliser les outils que tu as appris, mais tes émotions, elles prennent le dessus et tu n'arrives pas à être pleinement à l'aise. Donc, faire ce qui compte avec impact, c'est pas forcément dans ta carrière. Ça peut être aussi parler avec calme avec ton ado qui te met la pression émotionnelle. Ça peut être comme moi, par exemple, une de mes plus grandes victoires dans ma vie, c'était d'apprendre à pleinement avoir de la gratitude pour mon père et arriver à avoir des conversations où je me sens bien avec moi-même quand je lui parle. Donc voilà, 4 niveaux d'impact. Le 5e, que j'ai pas mis en slide, c'est finalement une boucle. Parce que ce qui serait très prétentieux de ma part et de ta part, ça serait de se dire, moi j'ai fini. Moi, la confiance, je gère. En fait, j'ai rien à bosser. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu atteins le stade de ta confiance en toi, tu es prêt à te confronter à des plus grands challenges. Quand j'ai été à l'aise devant 100 personnes, naturellement, je me suis dit, tu penses que je peux faire 200 personnes? Quand j'ai fait 200 personnes et que j'étais à l'aise, tu penses que je peux faire 500 personnes, 1000 personnes? Et tout à l'heure, j'y pensais, je me disais, tu vas parler devant des milliers de personnes ce soir et c'est un truc de ouf comment t'es détendu. Donc, par exemple, pour moi, mon prochain niveau, c'est faire la même chose que je fais là, mais en anglais. En anglais, tu vois, c'est moins la détente. J'ai fait un TEDx en anglais. Il a moins marché. Pourquoi? Parce que, j'en suis, tu vois, en anglais, j'en suis là. J'ose le faire, mais je suis pas encore moi-même. Tu vois, je suis encore dans la technique de l'anglais. C'est pas mon cœur qui parle. C'est pas le moi que tu aurais de manière détendue. Donc voilà, ça m'intéresse que tu mettes dans le chat, où est-ce que tu te sens entre 1, 2, 3 ou 4?
Et surtout que tu me le mettes par rapport à un rêve qui compte pour toi. Mets-moi dans le chat un des rêves qui est très, très important pour toi. Vas-y. Je vais couper ça en attendant. Alors, il y en a qui me demandent un TEDx. Donc, effectivement, j'ai pas précisé. Un TEDx, c'est un organisme à but non lucratif qui est mondial, qui est assez prestigieux et qui fait intervenir des scientifiques, des sportifs, des artistes. Et l'idée, là, je crois que la headline, la promesse de TED, c'est partager des idées qui comptent, quelque chose comme ça. Donc, je vois Christine qui dit être à mon compte. Fares qui dit l'indépendance financière. Ça veut dire quoi pour toi? On va le faire autrement. Imaginons qu'on claque dans les doigts et tu as plus confiance en toi. Tu es plus à l'aise. Ça veut dire quoi pour toi avoir plus confiance en toi? Imaginons justement que tu passes de cet état main moite. Est-ce que tu passes main moite, t'as chaud, puis t'as froid, tu trembles, tu sens la mâchoire qui est tendue, qui est crispée, t'arrives pas à respirer calmement, à cet état où c'est cool, c'est fluide, c'est calme et tu vas parler à quelqu'un qui t'inspire, c'est fluide. Tu vois, je te donne un exemple. Il y a 4-5 ans, je suis dans la salle de sport et je vois Jay-Z, le mari de Beyoncé. Et là, typiquement, j'étais pile en niveau 3. J'ai osé aller parler à Jay-Z pour lui proposer une interview. Mais j'étais niveau 3, 3.0. C'est-à-dire que j'ai juste osé. Et je me suis retrouvé face à lui. J'ai eu vraiment les mains moites, j'étais pas clair, je bafouillais. Il a été très sympa avec moi, mais j'ai pas été bon du tout. À contrario d'un autre moment où je suis dans une autre salle de sport, dans un autre endroit dans le monde, et c'est une personnalité française. Et c'était très drôle parce que là, j'ai été détendu. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que ton niveau de détente à l'intérieur, il se répercute à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs lui qui a voulu me parler. Donc, tu vois, ça m'intéresse que tu me dises, pour toi, avoir plus confiance en toi, ça veut dire quoi? Au David de 15 ans, avoir plus confiance en toi, avoir plus confiance en moi, ça voulait dire lever la main en cours, arriver à m'exprimer en public et arriver vraiment à m'aimer pour qui je suis. J'en avais marre de me détester en permanence. Plus tard, avoir plus confiance en moi, ça voulait dire oser créer mon entreprise. Après, ça a été mettre YouTube, faire des conférences, partir aux États-Unis. Puis ça a été arriver à pleinement avoir de la gratitude pour mon père, puis me mettre en couple, puis oser me marier parce que j'avais associé couple égale douleur, donc il faut pas m'engager. Donc, c'est quoi pour toi avoir plus confiance en toi? Je vois Roujas ou Rouras, je sais pas comment on prononce, prendre la parole en public. Laura, créer mon entreprise. Dan, avoir une double activité salarié et accompagnement pour développer la pleine présence. Ah, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Enregistrer mon premier album. Waouh, me marier. Devenir astronaute aussi, hein. On peut. Devenir astronaute, c'est un bon, c'est un bon projet. Tu peux m'en lire hein, d'ailleurs, Mathieu, si t'envoies oser. Le problème, c'est que ça défile tellement vite, David. Non, c'est clair. Perdre du poids. Que c'est compliqué à tout voir. Être un auteur reconnu aussi. Yes. Musicien. C'est bon ça. Indépendant financièrement, Dios. Parler en public avec aisance, être bien avec moi au point de ne plus faire attention au regard des autres. Parler en public, être à mon compte. En tout cas, on voit des grosses catégories. Hein. L'expression orale, qu'elle soit publique ou sur les réseaux sociaux. Créer son entreprise, c'est un gros bloc. Et c'est ça qui est intéressant, au final, ça montre qu'on est tous les mêmes, avec des envies différentes. On recherche tous à avancer, tout le monde est là pour avancer dans sa vie, et c'est ça moi aussi que je trouve assez beau, quoi. On a peut-être des ambitions différentes, on a peut-être des projets qui sont aussi différents, mais on se retrouve. Et je sais pas où t'en es, mais moi particulièrement, il y a eu beaucoup de déclics qui sont produits dans les mots que tu as mentionnés aujourd'hui. Je sais pas, vous pouvez nous en dire plus également dans la zone de chat. Et puis je te laisse terminer, mais non, mais ça m'intéresse. Je partage, Mathieu, clairement. On est là pour échanger tous les deux. Adorer la femme qui me plaît, aborder la femme qui me plaît. Toi, David, il n'y avait pas que toi hein, à tes débuts. Tu vois, quand tu n'osais pas à l'époque.
Non, et d'ailleurs, tu vois, c'est vraiment un truc les gens, ils réalisent pas, et je réalisais pas à quel point tu peux avoir une vie qui est bien supérieure à celle que tu imagines. Tu ferais venir le David de 15 ans aujourd'hui, il n'arriverait même pas à croire de la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est au-delà de ce que je rêvais quand je me disais tout est possible. Donc, Ouais, puis moi, c'est vrai que parfois on a tendance à voir que ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire ceux qui ont déjà réussi. On a tendance à penser il y a une carte postale en fait qui s'affiche en face de nous. Mais bien souvent, ils évitent aussi de parler de la base, du début, la construction, les premiers piliers, les premiers murs, leur fondation. Et c'est ça qui est un petit peu qui est dommage en fait pour le monde entier parce qu'on pourrait être inspiré au quotidien de savoir bah toi quelles difficultés tu as rencontrées avant d'être qui tu es et c'est ça là où je trouve que toi tu es authentique, c'est qu'en fait c'est normal. Moi bah, j'ai eu des difficultés et je le dis en fait. Et c'est dommage, je trouve qu'on devrait, enfin, tous ceux qui sont à un niveau un peu plus important dans leur domaine, peut-être au sommet de leur art, ils devraient aussi parler de ça. Parce qu'au final, on est comme eux, quoi. d'ailleurs, c'est assez drôle que tu dises ça parce que un des, une des choses qui me fascine, qui m'a fasciné clairement en ayant la confiance de sportifs de haut niveau, d'artistes, de gens qui ont une forme de notoriété, c'est que il y a, et moi j'ai beaucoup souffert de me comparer autour de moi, que ce soit quand j'étais ado aux autres ados de ma classe, et puis plus tard je me comparais à des personnes sur YouTube, donc je souffrais un peu de ce regard des autres. Et ce qui est dingue, c'est qu'on compare notre monde intérieur que nous, on connaît par cœur, on connaît nos blessures, nos souffrances, nos doutes. On le compare avec, encore aujourd'hui, c'est encore pire, on compare avec le mur Instagram des gens. Et Ça, tu vois, ça me fait penser, je donne un exemple d'une nana que j'ai eu en interview il n'y a pas si longtemps. Je vais pas donner son nom par respect pour elle. Mais c'est fascinant parce que quand les gens vont voir l'interview avec elle, ils vont se dire, waouh, cette nana, elle a totalement confiance en elle, elle est totalement à l'aise, elle est totalement sûre d'elle et ils vont se comparer à elle. Et quand on a fini l'interview et qu'on a arrêté la caméra, elle est venue me voir, elle me dit, donc c'est une grande chef d'entreprise française, hein. Elle est venue me voir en me disant, David, tu peux pas m'aider, je suis vraiment pas bien, je suis stressé. Et, et pour moi, ce qui était fascinant là-dedans, parce qu'encore une fois, moi, je l'aide avec plaisir, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui me rend plus heureux dans ma vie que de pouvoir rendre service à quelqu'un sur des sujets autour de la psychologie. Mais ce qui me fascinait, c'était de me dire, il y a des gens qui vont voir cette interview, qui vont se comparer à elle en pensant que parce qu'elle réussit, elle a totalement confiance et que voilà, alors qu'en fait, elle a des blessures. Et donc voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui justement ont tendance à se comparer à des gens qui ne connaissent pas, t'imagines pas le nombre de personnes que tu penses qui n'ont pas de bah, difficultés. c'est ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, parfois, c'est même pas la réussite. C'est voir aussi dans le regard et dans l'expérience et dans le chemin de ces gens-là, on a envie de leur ressembler parfois, si on est intéressé par tel ou tel domaine, c'est de voir justement la réalité, quoi. Et ça, je trouve ça aussi fascinant. David, ce que je te propose, parce que je vois que le temps file et puis on n'a qu'une heure. On n'avait qu'une heure, on va prendre un peu plus de temps. On n'a qu'une heure pour partager beaucoup d'informations. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne peut-être 10 minutes. Alors, je sais que les gens sont pas là pour m'écouter, ils sont là pour t'écouter toi. Mais c'est qu'on prenne 10 minutes pour parler rapidement de la masterclass et puis après on répondra à toutes. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions. Donc vous inquiétez pas, on va prendre un petit moment pour répondre à toutes vos questions. David, ce que je te propose, je vais commencer par introduire un petit peu la masterclass et puis après je te laisserai en parler. Au-delà de devenir astronaute, je pense que je pense on a vraiment fait un travail très important lors des derniers mois, que ce soit avec notre équipe Mentor Show, il y a eu plus de 30 personnes qui sont intervenues sur le projet, avec également ton équipe, toi évidemment, avec un travail qui repose sur 10 ans, enfin sur 10 années de travail, de recherche que tu as effectué avec ton équipe. Rien que pour ça, je voulais te remercier parce que c'est important aussi de faire la part des choses entre les bonnes informations, les mauvaises informations. Et c'est aussi en ce sens que nous, on a cette mission chez Mentor Show, c'est très très important pour nous, donner la bonne information au bon moment, aux bonnes personnes, pour les aider à progresser. Et là, je pense sincèrement que c'est ce qu'on a fait dans cette masterclass.
as bâti, et je parlais avec authenticité, c'est un petit peu comme si on était à côté de toi. On est sur notre canapé, on est dans le métro, on est dans le bus, dans la voiture, peu importe. Tu es à côté de nous, tu simplifies un petit peu certains propos qui peuvent être complexes, comme tu l'as fait aujourd'hui. Tu parles de façon authentique, de façon très calme aussi. C'est un côté aussi un petit peu rassurant. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Après, chaque personne a sa perception des choses. Mais dans le même temps, bien que ça s'appuie sur, bien que cette masterclass, il y a une quinzaine de leçons, elle fait 4h30 au total, bien que ça s'appuie sur beaucoup d'études scientifiques que tu as simplifiées pour l'occasion, elles sont toutes référencées dans la masterclass. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que tu as transformé beaucoup d'études scientifiques. Il y a une trentaine d'exercices, d'habitudes, de protocoles du quotidien à réaliser pour la plupart en 15 minutes chaque jour au niveau des exercices. C'est que tu as simplifié tout ça et que tu les as transformés en actions pratiques. Il y a quelque chose qui est revenu un petit peu en moi et qui m'a impacté. Je sais plus exactement ce que tu as dit, mais il y a une différence aussi parfois entre la théorie, les études qu'on peut lire, qu'on peut voir. On peut se former aussi parfois en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des formations, mais ça reste très théorique. Et la partie un peu plus pratique. Et là, c'est vraiment ce que tu as proposé dans cette masterclass. Et c'est pour moi, honnêtement, une vraie différence par rapport à tout ce qu'on peut retrouver sur le web. Et c'est une vraie différence aussi, ce condensé que tu as mis dans cette masterclass par rapport à tout ce que tu as fait. Bon, écoute, je te laisse en parler plus en profondeur. En tout cas, moi, je voulais te partager mon point de vue. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas moi d'en juger. C'est pas moi d'en juger. Est-ce que tu as prévu de passer la vidéo que vous avez faite du coup? On va mettre le teaser juste après. Ce qu'on peut faire en fait, c'est très simple. Nous, on a préparé rapidement des slides. Ouais, bah en tout cas, moi, mon intention que j'avais quand on a créé la masterclass ensemble, c'est que je me disais, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui… En fait, voilà, quand j'ai essayé de synthétiser qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi, qu'est-ce que c'est arriver à réaliser ses rêves et ses objectifs, et que je me demandais, tiens, qu'est-ce qu'on retrouve chez un Franck Leboeuf, qu'est-ce qu'on retrouve chez un Serge Betsen, qu'est-ce qu'on retrouve chez tel artiste, et que je listais leurs traits de caractère, j'en ai listé plus de 500. Et donc, c'était un petit peu, mais c'est quoi concrètement qui fait la différence entre deux personnes? Et au bout d'un moment, avec le temps, je me suis rendu compte qu'au final, il y a des trucs que certains font que d'autres ne font pas. Il y en a qui se lèvent tôt, d'autres qui se lèvent tard. Il y en a qui mangent sainement, d'autres non. Donc, je me disais, mais c'est quoi qu'on retrouve à chaque fois? Et ça m'est apparu à force comme une évidence qu'il y a des éléments, et en fait j'en ai identifié du coup 8, il y a 8 éléments qu'on retrouve à chaque fois, peu importe le domaine, que ce soit un artiste, un sportif, un entrepreneur, monsieur, madame, tout le monde, dès lors qu'il y a quelqu'un qui se transforme. Et donc je me disais, voilà, j'ai vraiment envie de créer un modèle qui est cohérent et qui va permettre à une personne qui potentiellement n'y connaît rien finalement au développement personnel, à la psychologie, ou alors quelqu'un qui s'y connaît déjà beaucoup, de qu'est-ce qu'il y a à mettre en place concrètement dans sa vie pour arriver justement à être plus à l'aise, plus confiant, arriver à faire en sorte, moi mon rêve c'est que je me suis dit, je veux faire en sorte que les personnes à la fin de la masterclass, elles soient à l'aise avec le regard des autres, elles soient à l'aise avec l'idée d'être critiquées, qu'elles soient concentrées sur aller réaliser leurs rêves, à faire avancer le projet qui compte, que finalement l'idée de faire des erreurs ou d'échouer, ça soit plus quelque chose d'important, parce que c'est tellement dingue quand tu te lèves le matin, que tu poses les pieds sur le sol, que tu te sens bien, que tu te regardes dans le miroir, que tu as de l'amour pour toi, tu te lèves, tu marches droit, tu as de l'énergie, tu génères des opportunités qui sont différentes, tu parles avec plus d'aisance, tu es plus à l'aise avec les autres, tu arrives à t'exprimer plus clairement. Moi, je me suis dit, je veux faire en sorte que non seulement la partie interne, la partie confiance en soi, les personnes puissent la développer dans la masterclass de manière très pédagogique, scientifique et avec des outils à appliquer. Et que une fois qu'on a franchi ce stade de j'ai confiance et j'ose, concrètement, comment je passe de mon grand rêve à un plan d'action, comment je l'organise, par quoi je commence. Et l'idée, moi c'est ça qui me fascine le plus, c'est comment tu fais pour maximiser tes résultats avec le minimum d'efforts. C'est la raison pour laquelle on voit dans le teaser que je dis les gens qui réussissent n'utilisent pas plus leur volonté, parce qu'en fait, il y a une étude scientifique qui montre, enfin plusieurs qui montrent qu'en réalité, les gens qui réussissent n'utilisent pas plus de volonté pour deux raisons. La première, c'est que ils ont créé un environnement autour d'eux
qui fait que ça favorise leur réussite. Si on en prend un exemple qui est connu, c'est les gens qui y côtoient. Les gens qui le côtoient, par exemple, si on prend les sportifs de haut niveau, on se rend compte que les sportifs de haut niveau sont très disciplinés, pas parce qu'ils ont une génétique particulière, ils sont très disciplinés parce qu'ils sont dans un environnement de gens très disciplinés. Et donc, paradoxalement, ça leur demande pas d'effort d'être disciplinés parce qu'ils ont que des gens autour d'eux qui sont comme ça. Ça me rappelle quand on avait fait l'exercice de la chaise, tu sais, quand tu es contre le mur, quand je faisais du rugby, et j'avais jamais été aussi loin et aussi longtemps que parce que j'étais avec d'autres potes qui tenaient. Donc ça, c'est une première raison. Et l'autre, qui est une raison neurologique et qui est liée à la dopamine, c'est qu'en fait, le neurotransmetteur, le messager chimique qui fait qu'on se met en mouvement, qu'on ose parler, qu'on ose faire quelque chose qui est challengeant pour nous, la racine de ça, ça vient de la dopamine. À trop forte de dose, la dopamine, c'est mauvais. Et à trop petite dose, t'es plus en mouvement. Par exemple, quand on prend un rat et à qui on a enlevé la capacité de générer de la dopamine et qu'on met un morceau de fromage à côté de lui, qui est à 10 cm de lui, eh ben, il suffirait qu'il tende la bouche pour le manger, il va se laisser mourir et même pas le manger. Par contre, on lui met dans la bouche, il le mange. Donc, ça montre bien que c'est pas une question d'avoir faim, c'est une question qu'il n'a pas l'énergie pour bouger. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, on se rend compte que si tu prends un Will Smith, par exemple, eh ben, la boucle de dopamine, c'est ce qui crée la dépendance, c'est ce qui crée l'addiction. Un Will Smith, quelque part, il est devenu addict, dans le bon sens du terme, au fait de se dépasser, au fait de se challenger, au fait de se mettre en danger. La découverte de Stanford, par exemple, pour revenir sur la plupart des gens où il y a l'amygdale qui se met en fonctionnement et d'autres personnes pour qui c'est le lobe préfrontal, qu'est-ce qu'elle dit en fait? C'est qu'il y a des personnes pour qui leur valeur intrinsèque, la valeur que je pense avoir, elle est déterminée par le fait de réussir et par le fait d'être valorisé. Sous-entendu, si quelqu'un me critique, ça veut dire que je suis mauvais, je suis nul. Si j'échoue, ça veut dire que je suis nul. Le problème quand c'est ça, eh ben, c'est que ça donne exactement comme j'étais. Je m'inscrivais pas en compétition au tennis, pas parce que j'étais nul, mais parce que j'avais tellement peur d'échouer. Pourquoi? Parce que échouer voulait dire je suis nul. Quand tu es dans cet autre fonctionnement, cet autre câblage neurologique, échouer ne remet pas en question ta valeur intrinsèque en tant que personne. Échouer veut dire juste, voilà ce qu'il me reste à apprendre. Et donc, ce qui est très intéressant quand tu regardes le cerveau, par exemple, de quelqu'un qui réussit, et c'est la raison pour laquelle les études montrent que paradoxalement, les gens qui réussissent n'ont pas besoin de plus de volonté, contrairement au mythe du coaching et du développement personnel, comme quoi on te dit, il faut que tu sois motivé, il faut que tu persévères. C'est faux, en fait. C'est qu'aujourd'hui, le David que je suis devenu, ça me demanderait des efforts que de ne pas me challenger. Ça ne me demanderait des efforts que de ne pas me lancer des défis cette semaine. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu fais quelque chose qui te challenge dans un mindset où tu le vois comme vertueux, ça libère un petit peu de dopamine et cette dopamine crée une boucle qui fait que tu en veux plus. Donc bref, je pourrais rentrer dans le détail. L'objectif, c'est pas d'aller trop loin dans les neurosciences. Mais ce qui est fascinant… Après, on peut en reparler pendant la phase de questions-réponses en répondant aux questions des participants. Ah, avec plaisir, clairement. Mais en tout cas, ce qui est fascinant, et c'est ça mon point, c'est que je me suis dit, j'ai envie de donner aux gens les outils que moi j'aurais adoré avoir à mes 15 ans quand je voulais lever la main en cours, à mes 18 ans quand je voulais arriver à me mettre en couple, à mes 21 ans quand j'ai voulu créer mon entreprise et me mettre sur YouTube, à mes 24 ans quand je me suis dit j'ai envie de partir aux États-Unis, rencontrer les gens qui me font rêver, et tout le monde m'a dit David, jamais tu y arriveras. À mes 26 ans quand l'avocat Johnny Hallyday m'a dit David, t'arriveras jamais à avoir ton visa aux États-Unis, et que j'ai pu l'obtenir. Et puis là en ce moment par rapport au développement à l'international, en fait je me suis dit j'ai envie de donner ce que j'aurais adoré avoir et de partager uniquement ce dont je suis absolument certain que ça marche. Pourquoi j'en suis absolument certain? 1, c'est que des choses qui ont marché pour moi. 2, c'est que des choses que je retrouve dans mes 350 interviews. 3, c'est que des choses que je retrouve avec Lydia et moi dans les biographies qu'on lit. Que des choses qui sont appuyées par les études de Stanford ou par exemple j'ai perdu la ville. Bref, il y a dans les autres universités qui montrent que ça fonctionne. Et donc voilà, je me suis dit, je veux quelque chose de pratique, de pragmatique, qui va parler à beaucoup de personnes et surtout qui va créer un maximum de résultats.
David, si les performances varient en fonction de la croissance réactivée avant de passer à l'action, est-ce que cela veut dire que pour se motiver, il serait intéressant de réactiver une croyance positive? Alors attends, tu pourrais me reformuler la question parce que je suis pas sûr de bien la saisir. Je vais te la formuler. Alors, Julie qui nous dit. En fait, est-ce que ça veut dire que pour se motiver, il faut absolument réactiver une croyance positive? Alors, elle est complexe comme question. Moi, je pense pas que la motivation, c'est pas la clé. La motivation, c'est une conséquence de plein d'autres choses. Et trop de gens cherchent à se motiver. Mais quand tu regardes un Martin Luther King ou un Mohamed Ali, c'est pas des gens qui essayent de se motiver. La motivation, elle est la conséquence d'autres choses. Alors là, ça serait en soi une heure à part entière largement sur ce sujet-là. La motivation, elle va être souvent le reflet du fait que la personne, elle ait un projet, un rêve qui soit vraiment aligné avec elle. Je te donne un exemple très courant. Hier, c'était ce week-end. J'avais un événement et il y avait une nana en fait qui se torturait littéralement à essayer de vivre une vie qui est pas la sienne. Et en se torturant à essayer de vivre une vie qui est pas la sienne, la conséquence de ça, c'est du jugement envers soi, c'est un manque de motivation, c'est des difficultés à y aller. Et donc, du coup, ça baissait son estime. Elle avait l'impression de pas être quelqu'un de bien, entre guillemets, alors que, et c'est ça que je l'ai aidé à réaliser via notre interaction, c'était de l'aider à voir qu'elle était unique, qu'elle avait un système de valeurs qui était unique et que du coup qu'elle avait une manière à elle de s'épanouir et de se créer une vie qui était unique. Et quand on a touché ça du doigt et que je lui ai demandé mais comment tu te sens, de manière très naturelle, elle se sentait motivée, elle avait envie d'y aller. Maintenant, pour revenir sur l'autre question qui est est-ce que c'est utile de réactiver une croyance? Alors pareil, on réactive pas vraiment une croyance. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pas forcément suffisant, mais néanmoins, c'est un bel outil. Donc, je vais répondre en essayant d'apporter le plus de valeur. Un bon moyen, clairement, de monter sa confiance, c'est d'aller se remémorer un moment où j'ai réussi à accomplir quelque chose de similaire. Et c'est ça le paradoxe du cerveau, c'est que c'est pas parce que j'ai pas réussi à faire exactement ce truc-là que pour autant je peux pas remonter mon niveau de confiance. Et donc, je prends un exemple. J'étais au bord de la piscine avec ma maman et elle me dit ah David, je suis pas à l'aise en public. Et donc concrètement, ce qu'elle me dit, c'est que j'ai pas confiance en moi pour parler en public. En fait, je l'ai aidé à voir sous quelle forme elle avait été à l'aise en public. Je l'ai aidé à voir que quand elle était manager, elle faisait des prises de parole en public, peut-être pas devant 30 personnes, mais devant 2 et 3 personnes. Je l'ai aidé à voir. En fait, on a découpé ce qui lui faisait peur. La prise de parole en public, c'était quoi pour toi? Donc, elle m'a dit, c'est déjà d'interagir avec plusieurs personnes. C'est d'exposer des idées de manière claire. Je les ai pris un par un. Je l'ai effectivement aidé à voir des moments où, dans sa vie, elle a eu la confiance pour les faire dans un autre contexte. Et là, clairement, quand je lui ai demandé, tiens, comment tu te sens? Il m'a dit, je me sens super à l'aise et j'ai envie d'y aller. Je prends un exemple d'il y a 2 jours. C'est avec une chef d'entreprise qui, elle est pas connue, mais son entreprise, elle est très connue en France. Et donc, c'était un moment d'échange comme ça, tous les deux. Elle me dit, je me sens pas légitime par rapport à un projet qui compte pour elle. Je me sens pas légitime. Et donc, elle, on s'y est pris différemment. C'est-à-dire que je lui ai demandé, donc ça ressemble plus à ce que j'ai fait ce week-end. C'est-à-dire que je lui ai demandé qu'est-ce qui était important pour elle. Et donc, dans son cas, les relations. Elle adore créer des relations. La famille. Dans la famille, c'était son couple et ses enfants. 3, c'était tout ce qui est autour des mécanismes psychologiques. Elle adore comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens. Et 4, c'était la beauté, l'art, le design. Et je l'ai aidé à voir comment, dans ces 4 éléments, elle était capable de créer de la valeur. Et plus on a fait l'exercice, plus elle se sentait bien. Elle m'a écrit juste après, elle m'a dit « Merci David ». Je lui ai dit « Comment tu te sens ?» Elle m'a dit « Je me sens super bien ». Et donc, ça, c'est un autre exercice qui est différent du coup de la question. C'est que, je donne un exemple. Il y a 3-4 mois, j'avais rendez-vous avec un entrepreneur dont le chiffre d'affaires, c'est 1 demi-milliard de chiffre d'affaires par an. 1 milliard. Et j'étais un peu intimidé. Je me disais, le gars, il gère et tout. Et en fait,
Et c'est un des exercices qu'on va faire plus poussé dans la masterclass. Je me suis accompagné moi-même à me dire où est-ce que je crée un demi-milliard de valeur dans mes valeurs. Et typiquement, en prenant le temps de me reculer, je me suis dit, mais combien ça vaut tout ce que tu as appris sur le fonctionnement humain, sur les neurosciences, sur la psychologie? Pour moi, ça vaut une fortune. Ensuite, je me suis dit, ça vaut combien les milliers de lettres et de vidéos de gens qui t'ont écrit en te disant, j'ai perdu mes 30 kilos, j'ai fait mon tour du monde, j'ai levé des fonds. Là, on a une vidéo que j'ai montrée à l'équipe il y a 3-4 jours où pendant 10 minutes, on a des personnes qui disent, je me suis réconcilié avec mon père, j'ai perdu 20 kilos, j'ai créé mon entreprise, je me sens beaucoup plus confiant, je suis plus à l'aise. Et à force de me rappeler ça, je me suis dit, David, est-ce que tu échangerais un demi-milliard de chiffre d'affaires contre les connaissances que tu as sur un domaine que j'adore, qui est l'humain et la psychologie, et l'impact que tu as eu auprès de personnes? Et en fait, en faisant ça, je me suis dit, non, en fait, moi aussi, je génère un demi-milliard de valeur dans mes valeurs. Et du coup, j'ai pu aller dans ce rendez-vous en étant confiant, en étant à l'aise, en étant moi-même. Donc voilà, j'ai voulu apporter un peu plus que la question. Donc il y a 3 choses à retenir de ça. 1, la motivation, c'est pas quelque chose à chercher, c'est la conséquence d'avoir un but qui t'inspire véritablement. Et c'est aussi la conséquence d'avoir un modèle du monde, un système de croyances qui fait que tu es à l'aise avec le challenge qui s'offre à toi. Deuxième chose, oui, c'est utile d'aller se remémorer des moments où j'ai réussi à faire des choses qui me font peur et ou qui sont importantes pour moi. Et 3, qui est super intéressant comme exercice, et ça demande d'être capable de bien, c'est ce qu'on fera dans la masterclass, de bien clarifier quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi. Et quand je parle de valeurs, je parle pas de valeurs dans le sens populaire du terme, amour, égalité, liberté, respect. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ta vie. Ma famille, la danse, on va explorer là où tu mets de la valeur. Et là-dedans, de voir où est-ce qu'il y a ton génie. Sous quelle forme tu es extraordinaire, sous quelle forme tu es unique, sous quelle forme tu es spécial, sous quelle forme tu apportes de la valeur aux autres. Et pour moi, c'est un exercice clairement d'amour de soi. Tu peux pas faire cet exercice sans avoir plus d'estime de toi. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le degré d'opportunité que tu t'attires dans ta vie, que ce soit des opportunités de couple ou des opportunités relationnelles ou des opportunités professionnelles ou des opportunités entrepreneuriales, il est proportionnel à l'estime que tu as pour toi. Parce que comment les autres pourraient estimer ton produit, toi-même ou ton corps si toi, tu te dis ça vaut rien? Imagine, tu vas voir des gens et dans ta tête, tu te dis, prenons l'exemple simple, la séduction. Imaginons, je me dis, oh là là, cette nana, imaginons que je suis célibataire, hein. Oh là là, cette nana, je lui souhaite pas de faire l'amour avec moi parce que je suis nul et je suis horrible. C'est difficile d'être convaincant si moi, déjà, je me dis, c'est dur pour l'autre. Et donc, ton estime de toi, il se transpire avec les autres. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de vouloir convaincre les autres, alors que la seule personne à convaincre, c'est soi-même. Et c'est même pas en se convainquant, en fait. Et c'est en augmentant son estime de soi. Forcément, si tu te perçois autrement, les autres te perçoivent avec plus de valeur. Merci David. Alors, juste avant de voir la prochaine question qui sera la suivante, je prends en même temps, hein, j'ai un écran aussi. Comment surmonter le sentiment d'illégitimité, les blocages qu'il engendre pour pouvoir passer à l'action? Avant de répondre à ça, puis je te la reposerai. Je vois qu'il y a, on a eu des questions sur le contenu. Voilà, sur Nathalie, peut-on avoir un aperçu du contenu de la masterclass, table des matières? Et j'ai vu encore passer 2-3 autres personnes. C'est qu'on n'a pas forcément rebondi sur les différentes leçons. Ce que je te propose, en 1 minute top chrono, pour que tout le monde soit au clair. Une minute, c'est sport. Hein. 1 minute, c'est sport. 1 minute, c'est sport. Mais en tout cas, rapidement, parce que j'ai vraiment envie de te répondre à un maximum de questions, que tu apportes un maximum de valeur. Concernant un peu rapidement. Bon, leçon 1, l'introduction. Alors, juste pour préciser, parce que je vois Gaëlan qui dit les gens qui se la pètent sont pas toujours très agréables à côtoyer. Pourtant, j'ai à aucun moment, en tout cas qu'on soit d'accord, à aucun moment parlé de se la péter. Avoir de l'estime de soi n'est pas s'exagérer, se sentir au-dessus. Avoir de l'estime de soi, c'est juste réaliser j'ai de la valeur. C'est pas j'ai plus de valeur que les autres, c'est j'ai de la valeur. Donc, on n'est pas en train de parler ni de s'exagérer, ni de se sentir au-dessus. On est en train de se sentir d'égal à égal. Comme s'il y avait un champion des échecs qui rencontrait un champion dans les arts martiaux. C'est juste de sentir on est deux
deux personnes qui sont exceptionnelles dans des choses qui sont différentes. Et c'est cette phrase d'Einstein. Les gens, ils se torturent. C'est un peu cette idée de je suis un poisson et je me mesure à ma capacité à monter à l'arbre. Donc c'est dans ce sens-là. C'est juste réaliser qu'en tant que poisson, j'ai une valeur spéciale qui n'est pas celle d'un singe, et réciproquement. Donc pour aller sur le contenu, Alors, donc clairement, leçon 2, rapidement, et puis je te laisse parler, c'est sur les peurs et les blocages, et leçon 3 sur l'état d'esprit. Et puis après, je te laisse me driver, et puis comme ouais, ça, je vais donc passer directement les différentes slides. yes, donc effectivement 2 et 3, on va aller rentrer dans qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui détermine qu'on va avoir confiance ou non, comment on réagit finalement face à l'adversité, et ce qui nous amènera du coup sur la 4 et 5, c'est OK, c'est top de voir que au niveau neurologique, il y a un impact de notre état d'esprit, mais concrètement, comment on peut faire pour le changer? Comment on peut le faire pour le transformer? Quel outil et exercice on peut mettre en place au quotidien de sorte de reprogrammer quelque part son cerveau? 5, on va avoir un outil qui est top, qui fait que tu bascules de quelque part avoir la sensation de subir l'extérieur ou subir la situation, subir la pression de la prise de parole, subir l'inconfort ou l'inconnu d'aller parler à l'inconnu, subir la critique de quelqu'un qui est agressif, un manager, un collègue, quelqu'un dans la rue, à comment je fais pour transformer la situation. Donc là, pour moi, c'est presque l'art du magicien, c'est l'art de l'alchimie, c'est comment je fais en sorte d'arriver à basculer j'ai une adversité face à moi, à comment je la transforme en tremplin, comment je transforme l'obstacle en tremplin, comment je transforme le challenge en opportunité. Ensuite, dans la vidéo d'après, attends, juste la 6, on va voir justement un sujet qui me tient très à cœur, qui est que quand on regarde les sondages, pas seulement les miens, mais de manière générale, dans les peurs les plus grandes, la peur d'échouer et la peur de faire des erreurs qui est très proche, hein. La peur de faire d'échouer et la peur de faire des erreurs, elle limite tellement de gens. Il y a tellement de choses que j'ai pas osé faire parce que j'avais peur d'échouer, peur que ça ne marche pas, peur que ça ne fonctionne pas. Je me rappelle quand on a lancé un nouveau format de vidéo avec quelqu'un dans l'équipe, il y a quelqu'un de l'équipe qui m'a dit « Ouais, mais David, et si le format de la vidéo, il marche pas ?» Et cette peur de « Et si ça marche pas ?» ça empêche tellement de gens de réaliser des rêves de dingue. Ça empêche tellement de gens d'avoir le corps de leurs rêves. Ça empêche tellement de gens d'avoir le roman dont ils rêvent, d'avoir le documentaire dont ils rêvent, d'avoir le tour du monde dont ils rêvent. Parce que et si ça marchait pas? Donc voilà, là l'idée, c'est comment tu te libères de cette pression qui, moi, me mettait de la pression sur les épaules, qui mettait de la pression sur mon plexus solaire. D'ailleurs, c'est un truc dont j'ai pas parlé, mais jusqu'à mes 22, 23 ans, j'avais une boule de pression dans mon plexus solaire et je m'y habituais et j'étais persuadé que c'était juste normal. Alors, c'était normal en soi biologiquement, mais j'étais persuadé que j'allais l'avoir jusqu'à la fin de ma vie. Et ça là, juste y repenser, ça me rappelle ça quand je vois le thème de l'échec. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais tellement cette peur de pas être à la hauteur et d'échouer que ça me créait une boule de pression permanente. Alors, en journée, je la ressentais pas spécialement. Par contre, je la ressentais le soir quand j'étais tout seul, quand j'allais me coucher, et spécialement les moments où j'avais ma femme qui était pas là et que je me retrouvais face à moi-même. C'est souvent d'ailleurs ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans l'alcool, la nourriture, ou qui font que sortir parce qu'ils veulent pas être face à eux-mêmes. Et donc voilà, c'est comment tu gères cet aspect-là. Vas-y, tu peux tourner. La 7, ça c'est le sujet certainement qui me tient le plus à cœur parce que c'est l'histoire de ma vie. C'est comment tu te libères du regard des autres, comment tu fais en sorte de pouvoir être toi-même. J'adore cette phrase de Emerson qui dit « To be great is to be misunderstood ». Donc d'être grand, c'est d'être incompris. Comment tu fais ou cette phrase d'Einstein qui dit « Mon déni pour l'autorité m'a fait en devenir une ». Ce qu'il voulait dire, c'était quoi? C'était que parce qu'il se plie pas à la pression du regard des autres, il est devenu une personne en capacité, quelque part, d'inspirer les autres et d'être considéré comme une autorité. Donc, c'est comment, et ça, c'est vraiment pour moi ce qui me tient le plus à cœur dans toute la masterclass. Parce que c'est dingue le nombre de rêves qu'on réalise pas, non pas seulement pour la peur de l'échec cette fois, mais et si mon père me critique? Et si au final ça fonctionnait pas et que mon père avait raison? Et si
cette nana qui s'est moquée de moi dans l'open space ou ce professeur qui a dit que j'étais incapable, il avait raison. Et si je me lançais sur YouTube, moi j'ai vécu ça par exemple, et si mes potes se foutaient de ma gueule, et si j'avais des gens qui me critiquaient, et si je me lançais dans le sport et ça fonctionnait pas, et si j'arrêtais de fumer mais ça fonctionnait pas. Et en fait, c'est dingue le nombre de choses qu'on ne réalise pas avec ce « et si ». Et c'est même pas seulement ça qui est le plus vicieux. Tu sais, en 1850, c'est 1850, Victor, la rue est vers là, 1859, non? Je sais plus. 1848, un truc comme ça. En 1848, il y a eu la ruée vers l'or et tu as eu des médecins, des avocats, des pompiers qui ont arrêté leur métier pour aller vers la ruée vers l'or. Et c'est malheureux parce qu'il y a des gens pour qui c'était le vrai rêve, la ruée vers l'or. Mais il y a des gens qui, par cette pression du regard des autres, se torturent à vivre une vie qui n'est pas la leur. Et moi, mon plus grand rêve, c'est qu'à la fin de la masterclass, pour la première fois pour certains ou certaines, ou pour d'autres, davantage, que tu te connectes au murmure qui est à l'intérieur de toi qui te dit « va par là-bas ». J'adore cette phrase, ta voix, c'est celle sans trace de pas. Et ça fait peur. Ça fait peur d'aller dans une voie sans trace de pas. Mais c'est une vie magnifique parce que c'est une vie où tu es unique. C'est une vie où t'es pas un poisson qui essaye de monter à l'arbre. Tu es un poisson qui essaye de réussir en mode poisson. Et c'est une vie où tu te sens bien. C'est une vie où tu es à l'aise. C'est une vie où tu es aimé pour qui tu es, détesté pour qui tu es. Mais c'est tellement mieux que d'être aimé parce que tu as un masque social en société et que du coup, tu as peur d'enlever. Tu as peur d'enlever parce que tu te dis « ah, mais si j'enlève mon masque, comment les autres vont me percevoir ?» Donc, comment te libérer de ça? La phase d'après, qui est aussi l'histoire de ma vie, c'est comment tu prends confiance en toi pour aller te confronter à des challenges qui sont plus grands que tu n'as jamais osé aller chercher. Et c'est pas seulement pour des gens qui démarrent. Comme je t'ai dit, j'ai des sportifs de haut niveau qui rêvent d'aller chercher une médaille qu'ils n'ont jamais eue. J'ai des entrepreneurs qui rêvent d'aller chercher un palier qu'ils n'ont jamais atteint, le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 10 millions, 100 millions de chiffre d'affaires. J'ai des artistes qui rêvent d'aller passer un palier. Et encore une fois, monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est pas destiné uniquement à la personne qui est en train de démarrer son cheminement. Ça s'adresse à n'importe qui et donc à moi aussi, clairement, de comment je prends suffisamment confiance en moi pour aller me confronter à mon vrai rêve. Ce qui nous amène naturellement à la suite. Qui dit vrai rêve dit comment on le fixe. Qu'est-ce qui est important quand on fixe un objectif? Qu'est-ce qui ne l'est pas? À chaque fois, dans chaque vidéo, on verra des études, on verra des neurosciences et on verra des choses que la science montre, on verra des endroits où la science montre que des choses qui sont populaires dans le développement personnel sont en réalité, par exemple, très mauvaises. Typiquement, la manière dont des gens visualisent leurs rêves, fait qu'ils réduisent leurs chances de l'atteindre par rapport à ne rien faire. Et donc, ce qui est fascinant, et c'est ça qui me fascine moi dans cette recherche scientifique, c'est qu'il y a plein de choses que les gens font pour essayer de réaliser leurs rêves. Ils se donnent des moyens, ils y mettent de l'énergie et au final, créent des effets contre-productifs. Donc voilà, ça c'est typiquement ce qu'on va aborder. Dans la 10e, c'est qui dit fixer un but, comment maintenant tu donnes davantage du sens à ta vie, parce que c'est le premier, pas le premier, mais c'est le besoin le plus fondamental de l'être humain. On le retrouve dans la pyramide de Maslow en haut. Il appelait ça self-actualization, c'est cette idée de donner du sens à ta vie. Et quand on prend par exemple Viktor Frankl, docteur Viktor Frankl qui a été enfermé dans les camps de concentration, il parlait de logothérapie, la thérapie par le sens. Comment tu fais en sorte d'avoir une énergie et une motivation qui est décuplée parce que tu as un projet qui est vraiment aligné avec toi et qui a du sens pour toi. Ensuite, naturellement, à ce stade, tu as confiance en toi, tu te sens bien, tu es à l'aise avec les autres, tu es à l'aise avec le regard des autres, tu es à l'aise avec l'échec, tu te mets à avancer comme tu n'as jamais avancé, tu es plus créatif parce que tu es plus libéré, tu as le lobe préfrontal qui se met en fonctionnement, tu te sens bien comme si tu étais en confort, tu sens cet état de confiance où tu es focus, c'est fluide, tu as les pensées qui te viennent, tu as un objectif qui est clair, on va chercher quelque chose qui est vraiment, là tu verras dans cette phase-là, ce que j'ai oublié, c'est qu'on verra un paradoxe qui est deux éléments chimiques. Tu sais, c'est comme une batterie où tu as deux éléments chimiques contraires qui, quand tu les rassembles, créent de l'énergie, mais quand tu les mets séparément, ne font rien. Là, c'est un peu pareil. Dans le développement personnel, tu verras qu'il y a deux idées contraires et dont la 99% des gens n'en prennent qu'un, mais seuls créent des effets contre-productifs et ne fonctionnent que quand tu les mélanges les deux. Donc ça, c'est la 10e. La 11e, c'est maintenant qu'on a tout ça, concrètement, c'est quoi les meilleures stratégies pour basculer d'un rêve et d'avoir confiance. Donc, tu te rappelles,
c'est possible pour moi, j'y crois pour moi, j'ose. Maintenant, j'ose vers quoi et je fais quoi concrètement? Ensuite, c'est comment arrêter de procrastiner, parce que c'est clairement un sujet pour beaucoup de personnes. Vas-y, avance. Et là, on va rentrer dans des choses qui s'adressent à toutes les personnes qui sont dans la performance, qui veulent avancer plus vite, qui, du coup, soit grâce à la masterclass, ont acquis le niveau de confiance qu'ils cherchaient, ou alors avaient déjà confiance et sont allés chercher un niveau de confiance qu'ils avaient pas encore pour aller chercher des rêves plus grands, parce que même les personnes, j'adore cette phrase, je me souviens plus quelle actrice dit ça, une autre actrice, l'actrice dit moi j'ai jamais peur, et l'actrice lui dit bah écoute, ça viendra avec le talent. Et ce qu'elle voulait dire, c'est en gros, si t'as pas peur, c'est que t'es pas en train de te challenger vers un but qui est suffisamment grand. Et donc là, cette phase-là, j'avais vraiment envie de servir des gens qui sont, via cette masterclass, des sportifs de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs à succès, en leur donnant des outils concrets sur comment tu fais pour maximiser les chances d'accélérer ta croissance. Donc, encore une fois, tout le monde dans la masterclass peut-être n'ira pas regarder ces vidéos-là. Je les conseille à toutes parce que c'est vraiment, tu verras, contre-intuitif par rapport à la pensée populaire de comment tu fais pour réussir. C'est des choses qu'on connaît pas, qu'on n'apprend pas, que je souhaite à tout le monde et que je me serais souhaité. Mais voilà, je l'ai fait en tête en me disant, tout le monde mérite de connaître comment on fait pour se créer une vie de dingue. Voilà. Alors, tu vois Sania qui dit, la masterclass est-elle adaptée à des étudiants qui veulent simplement réussir leurs études? On t'a pu comprendre à quel point le David de 15 ans, il a de la place dans mon cœur. Et je fais très rarement des choses sans penser au David de 15 ans. Et donc, oui, ça serait un échec pour moi si cette masterclass, elle pouvait pas servir des étudiants, clairement. David, avant juste, on va prendre peut-être encore 2 questions et puis après on va clôturer. Je voulais juste rajouter quelque chose, et ça c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur chez Mentor Show. Quand vous commencez une masterclass, ce qui se passe, c'est que pendant 30 jours, on vous envoie aussi régulièrement des emails qui vous accompagnent, qui vous drive un petit peu sur les éléments les plus importants de la masterclass de David. Pourquoi? Parce que on a tous des contraintes, on a tous parfois un manque de temps, on a tous des contraintes personnelles, professionnelles. Et nous, ce qui est aussi important pour nous chez Mentor Show, c'est que vous soyez accompagnés, parce que suivre une masterclass, c'est très bien, mais l'accompagnement est aussi très important pour nous. C'est pour ça que le bonus, c'est que dès que vous allez cliquer sur commencer le cours sur votre espacement Mentor Show, automatiquement, pendant 30 jours, vous allez être guidé sur les leçons de David. On va vous envoyer également par email vos actions qui reposent essentiellement, évidemment, sur les exercices de David, pour que vous sachiez, en fait, jour après jour, quelle est la prochaine étape, tout simplement. Et ça suit, évidemment, la masterclass de David. David, une question que je t'avais posée tout à l'heure. Comment surmonter le sentiment d'illégitimité et les blocages qu'il engendre pour pouvoir faire le premier pas, pour pouvoir passer à l'action? Alors, clairement, la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est déjà un super élément de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment d'illégitimité, il repose sur le fait que je me compare à d'autres personnes. Et donc, du coup, je suis en train d'être un poisson qui évalue ma légitimité par rapport à un singe. À partir du moment où je reviens sur où est-ce que moi, j'ai naturellement de l'énergie, j'ai naturellement envie d'aller, j'ai naturellement la capacité à faire quelque chose sans voir les heures passer. On a tout ça dans un domaine qui est différent. Et dans ce domaine-là, j'ai forcément de la légitimité. Donc, en revenant sur ça et en me demandant où est-ce que moi je crée de la valeur, ça va augmenter mon estime de moi. Ça, c'est un premier aspect. Après, j'aurais besoin d'avoir plus de précision sur qu'est-ce qui fait que la personne, à ce moment-là, ne se sent pas légitime. Parce que il y a plein de manières d'aborder. Il y a plein de manières d'aborder la légitimité, encore une fois. Soit la personne ne réalise pas ce qu'elle a déjà accompli, soit, bon, on va pas se mentir, des fois, je me sens pas légitime parce que j'ai besoin aussi d'être plus… La peur de pas se sentir légitime peut être une vraie opportunité de me dire boss. Tu vois, typiquement,
Si la nana que j'ai accompagnée, qui est une grande chef d'entreprise française, je lui ai demandé c'est quoi le bénéfice que tu tires à ne pas te sentir légitime. Parce que toute stratégie, même d'auto-sabotage, a des bénéfices. Et elle m'a dit, bah, en fait, c'est vrai que parce que je me sens pas légitime, bah, du coup, je me prépare 2 fois plus, je bosse 2 fois plus, je fais plein de choses qui m'ont amené jusque-là. Et donc, typiquement, parfois, le sentiment de ne pas se sentir légitime, c'est aussi une stratégie pour te dire, hey, bosse et sois prêt. Donc, c'est pas forcément mauvais de ne pas se sentir légitime. Ce qui est un problème, c'est si ça m'empêche de rentrer en mouvement. Par exemple, il y a Ticket Jade qui mentionne l'âge. Ça peut être un exemple. Ok. Donc, si par exemple, légitime. Si par exemple, je me sens pas légitime lié à mon âge, et qu'on pourrait prendre lié au poids ou quoi, c'est parce que je ne vois pas en quoi, encore une fois, c'est la même chose. Je ne vois pas en quoi. C'est pas la même chose exactement, mais c'est la même démarche mentale. Je ne vois pas en quoi tel que je suis, donc par exemple avec l'âge que j'ai, c'est une opportunité pour l'autre. Et si je reviens sur ce que je disais avec cette notion de lobe préfrontal qui s'active quand progressivement on reprogramme son esprit, qui est vraiment l'intention de la masterclass, au moment où tu te mets à avoir ton lobe préfrontal qui est à nouveau plus illuminé quand tu regardes un scanner, c'est-à-dire que tu as le glucose et l'oxygène qui vont dans le cerveau et que tu as la capacité d'empathie qui est de voir le monde dans les yeux de l'autre, tu vas te dire en quoi c'est génial mon âge pour l'autre. Et tu vas forcément te sentir légitime. Moi, par exemple, je me sentais pas légitime lié à mon âge jusqu'à ce que je me dise, David, arrête-toi. C'est quoi le cadeau d'avoir, par exemple à l'époque, 21 ans pour cette personne-là? Et à force de me demander, c'est quoi l'opportunité de mon âge vis-à-vis des personnes à qui j'aimerais interagir, et ben forcément, j'ai vu la valeur que j'étais capable d'apporter à 21 que quelqu'un de 25 ou 30 ou 45 ou 50 ou 60 ou 70 ne pourrait pas apporter. Et encore une fois, je n'ai pas essayé de convaincre l'extérieur, mais de me convaincre moi-même de la valeur que ça avait de mon âge. Si par exemple, je me sens pas légitime parce que je n'ai pas un diplôme. Ne pas avoir un diplôme, c'est bien sûr un inconvénient, mais c'est pas qu'un inconvénient. Ne pas avoir un diplôme, c'est aussi des opportunités. Et donc, je vais me sentir légitime à partir du moment où je commence à voir qu'est-ce qu'il y a de génial dans le fait de ne pas avoir un diplôme. Et là, c'est pas à moi, David, de faire l'exercice pour toi. C'est à toi de te poser et te demander. Alors, dans la masterclass, c'est ça qui est intéressant, c'est que je te guide étape par étape pour faire ce genre d'exercice. Mais que je te guide à voir en quoi, par exemple, si c'est j'ai pas un diplôme, en quoi c'est une opportunité. Ça peut être, par exemple, vous pouvez d'ailleurs mettre des exemples dans le chat, ça peut être, par exemple, que tu as moins un formatage. Et donc, vu que tu as moins un formatage, tu vas être peut-être plus créatif, plus débrouillard. Et à partir du moment où tu arrives à reconnaître en quoi tel que tu es, en quoi le poisson, il a de la valeur que n'a pas le singe, et ben naturellement, ton sentiment de légitimité, il monte. Et pour revenir sur ce que je disais sur cette nana, la manière dont je l'ai aidé à gérer sa légitimité, enfin son manque de légitimité, ça a été déjà de reconnaître que si régulièrement elle ne se sent pas légitime, c'est parce que c'est une stratégie qui est bénéfique pour elle. Encore une fois, toutes nos croyances, même les croyances limitantes, on les a parce qu'elles nous ont apporté des choses. On les a parce que on gagne grâce à ces croyances. Et tant qu'on ne reconnaît pas qu'est-ce que je gagne en me sentant pas légitime, tant qu'on reconnaît pas ça, il va y avoir une partie de la personne qui va résister. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à aider la nana, au bout d'un moment, je voyais bien qu'elle résistait à faire l'exercice. Et je lui ai dit, tiens, qu'est-ce qui fait que tu résistes? Et c'est là où je lui ai demandé, c'est quoi l'intérêt que tu as à pas te sentir légitime? Et c'est là qu'elle m'a répondu, eh ben, parce que ça me bouge, ça m'aide à avancer. Donc j'ai dit, OK, tant qu'on n'a pas fait quelque part un deal entre nous, d'être certain que tu vas toujours avoir ce moteur de faire mieux, faire plus, parce qu'effectivement, ne pas se sentir assez, ça t'oblige à faire plus. Tant qu'on ne lui trouve pas un moyen de garder ça, il y a une partie d'elle qui ne veut pas changer de système. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a imaginé qu'il y avait 2 dimensions en elle. La dimension qui n'allait pas se sentir à la hauteur, mais par contre qu'elle allait avoir envie d'avancer, qu'elle allait avoir envie de se dépasser et d'apprendre. Mais il y allait avoir une autre dimension en elle qui du coup venait à équilibrer, qui elle allait avoir la capacité à reconnaître son progrès, tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle a fait, les belles relations qu'elle a créées, la relation qu'elle a avec ses enfants, avec son mari, les deals qu'elle a réussi à mener. Et que l'idée n'était pas d'éteindre cette partie-là, parce que ça l'a fait avancer, mais de passer d'écouter exclusivement elle, à avoir un dialogue qui est plus équilibré entre
ces deux dimensions en elle. D'accord? Merci David. On va encore passer dans 5 minutes. On va arrêter, je voudrais pas trop déborder. À la base, on devait faire 1 heure de contenu, mais comme à ton habitude, je vois que, je vois que tu débordes. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment top. Je tiens simplement à rappeler pour. Alors, j'ai perdu ton prénom, mais tu vas te reconnaître. Vous avez un accès illimité. Voilà, Nathalie. Pendant combien de temps les leçons sont-elles disponibles? Tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps. Les leçons sont disponibles de façon illimitée. C'est-à-dire que tu peux les regarder quand tu veux. Tu peux y revenir également dans 2 ans si tu le souhaites. Et tu peux les regarder où tu veux. J'ai encore une petite question, David, très rapide, et puis après on va conclure. Mais je pense qu'elle est très importante. Une question de Jérémy. On subit tous des échecs. On a tous des obstacles au quotidien. On subit tous des événements de la vie qui nous concernent tous. Donc la question de Jérémy, comment se relever après un échec et maintenir une certaine confiance en soi? Encore une fois, là, c'est toujours pour moi difficile de répondre de manière courte à des sujets qui sont larges et pour lesquels on a dédié une masterclass entière. Mais en tout cas, pour donner au moins une première piste de réponse, c'est que Merci. déjà, le simple fait d'employer le mot subir, il dit quelque chose. Ça montre justement la perception que la personne elle a de l'échec. Déjà, rien que ça, c'est intéressant à relever. Qu'est-ce qui fait que j'emploie le mot subir? Parce que subir, t'emploies le mot subir par définition par quelque chose qui vient de l'extérieur. Or, si j'ai échoué, j'ai une responsabilité là-dedans. Et c'est pas dans le sens de culpabilité, mais j'ai des choses que je peux apprendre de ça. Finalement, l'échec, c'est une notion qui est très complexe parce que qu'est-ce que c'est un échec? On appelle ça un échec, mais par exemple, tu prends n'importe quelle chose que tu as réussi à accomplir et j'arrête le film à la moitié, au moment où tu es en train de ne pas réussir. Et je demande à des gens, qu'est-ce que tu en penses? Et là, les gens vont dire, c'est un échec. Et puis, on avance le film au moment où tu réussis. Et là, les gens, tu leur dis, qu'est-ce que tu en penses? Ils vont dire, c'est une réussite. Mais en fait, c'est très compliqué parce que la réalité, c'est que tu n'aurais pas pu réussir sans cet échec et que c'est deux choses qui vont ensemble. Et donc, si au lieu d'imaginer que c'était un échec, on imaginait que c'était plutôt un pas de plus qui te rapproche de la victoire. Parce qu'au final, si tu prends par exemple, et je pense que je vais conclure avec cet exemple parce que pour moi, c'est la meilleure manière de répondre au fait que c'est pas un problème. Si tu prends le classement mondial de toute l'histoire de la NBA, la NBA, c'est donc la ligue internationale, la ligue nationale de basket américain, et que tu prends le top 10 des basketteurs américains qui ont échoué le plus de paniers. Dans cette liste, à ton avis, qui tu retrouves? En numéro 1, tu retrouves... Alors, je ne vais pas te donner le numéro 1. On arrive après le numéro 1. En numéro 8, tu as Michael Jordan. Tu te rends compte que la personne qui est considérée comme le basketteur de toute l'histoire est celui aussi qui est dans le top 10 des gens qui ont le plus échoué de panier. En numéro 4 ou 5, c'est James LeBron, qui est un peu considéré comme le nouveau Michael Jordan du moment, qui n'a même pas fini sa carrière. Et en numéro 1, Kobe Bryant, qui est aussi considéré comme un des Michael Jordan. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une corrélation directe entre être la personne qui a échoué le plus et celle qui a réussi le plus. Alors, tu vas me dire, il y a des gens qui ont fait que échouer et qui réussissent pas. Bien sûr, parce que ça suffit pas. Ça suffit pas d'échouer, sinon ce serait facile. Mais échouer, c'est dans tous les cas une matière, c'est un ingrédient. Si tu as l'échec, qui est ta matière, qui est ton diamant brut, et qu'en plus, tu as la stratégie et les outils pour apprendre de cet échec et recommencer rapidement, alors dans ces cas-là, l'échec te rapproche de la réussite. Donc, tu ne subis pas un échec, mais tu expérimentes un apprentissage. Tu expérimentes un moyen de grandir. Et donc, la vraie clé à se poser, c'est qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Comment j'utilise ça, pas seulement au service du projet, mais de manière générale. Parce que si ça se trouve, tu vois, mon exemple, regarde, mon exemple de mon échec avec Jay-Z. On peut dire, j'ai raté, c'est un échec. Mais cet échec, aujourd'hui,
me sert d'exemple pour montrer déjà que je suis pas surhumain et que j'ai moi aussi mes difficultés. Et donc, du coup, cet échec est une valeur. Cet échec, ça se trouve, je pourrais l'utiliser avec mes enfants pour leur dire, bah voilà, papa aussi, il a foiré. Et donc, tout l'enjeu ne devient pas échapper à l'échec. Tout l'enjeu devient comment j'apprends de tout ce qui m'arrive au service de ce qui a de la valeur pour moi. Mes relations, mon couple, mes enfants, ma spiritualité si c'est important pour toi, mon business, ma carrière. Un grand merci pour ton temps. Personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, beaucoup de déclics également. Merci à tous les participants. David, j'ai envie de te laisser, pour conclure, le dernier mot. Peut-être pour parler un petit peu rapidement, en quelques secondes, de la masterclass, du travail qu'on a effectué ensemble. Un grand merci à Jérémy, un grand merci à toi, Mikalski, un grand merci à Olivier, à Marie. On va conclure dans un instant. Merci à Franck, merci à Tic et Jade. David, je te laisse le dernier mot, un mot qui te vient du cœur pour rebondir sur le projet qu'on a mené aussi ensemble et en quoi c'est aussi différent de tes formations, de ce que tu mènes aussi chaque jour dans tes projets. Je vais surtout répondre à la question du dernier message pour moi qui me tient à cœur, c'est que mon rêve en ce moment, c'est on a créé ce qu'on appelle le mur des 100 000 rêves dans lequel on affiche le visage de nos clients, de personnes qu'on accompagne et on met le visage de personnes qui ont perdu leurs 20 kilos, qui ont pris leur père dans leurs bras, leur mère, qui ont osé s'exprimer, qui se sont mis sur YouTube, qui ont créé leur entreprise, qui ont fait leur levée de fonds, qui ont généré leurs 10 millions, peu importe le rêve. Et moi, aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette masterclass, c'est que je me suis dit, voilà, je veux créer une masterclass qui va permettre de toucher beaucoup de personnes, qui va être accessible à beaucoup de personnes. J'ai mis un effort qui est colossal en termes de pédagogie. J'ai mis un effort qui est colossal en termes de documenter tout ce que je raconte pour que ce soit pragmatique et que les personnes puissent même le recommander à leurs amis, même les plus sceptiques, à des ingénieurs, à des médecins, à des docteurs, à des sportifs, à des artistes, à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs enfants. Et voilà, vraiment, c'est ça que je me suis dit. J'ai mis mon cœur dans cette masterclass. J'ai mis des heures qui sont colossales avec l'équipe, bien sûr, que je remercie. Et je l'ai faite avec une seule intention. Moi, il y a aujourd'hui rien qui me rend plus vivant que de voir des gens me dire « David, tu as contribué à m'aider à réaliser un de mes rêves, tu as contribué à que je dise je t'aime mon père, tu as contribué à que je sois plus heureux. » Moi, je me lève le matin pour ça. C'est d'ailleurs un des plus beaux cadeaux d'avoir eu une enfance que j'ai détestée. C'est que ça m'a donné la niaque d'essayer de résoudre mes problèmes et d'avoir envie de le partager. Donc voilà, j'ai donné tout ce que j'avais dans cette masterclass. Encore une fois, c'est différent d'autres formes d'accompagnement qu'on a, où on a un suivi plus individualisé, mais c'est des tarifs qui sont différents. David, un grand merci à toi et puis je voulais remercier également tous ceux qui nous écoutaient. À bientôt David. Merci. Et puis on souhaite bon courage également à tous ceux qui ont rejoint et puis un grand merci à tous ceux qui ont rejoint la masterclass. David, yes, non seulement un grand merci, mais bon, je le redis dans la masterclass, mais moi je veux des nouvelles de votre part. Je veux voir vos photos en train de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, en vivant la masterclass, contactez-nous, écrivez-nous en disant voilà ce que j'ai atteint, ce que j'ai réussi, ce que j'ai fait. Moi, c'est mon fuel. C'est mon fuel pour moi, c'est mon fuel pour l'équipe. Donc, vraiment, je sais qu'il y a, en fait, des fois, je dis ça parce que des fois, il y a des gens qui me disent 7 ans plus tard, il y a des gens qui m'écrivent aujourd'hui en me disant tu sais quoi, David, il y a 7 ans, tu m'as aidé à ça et moi, j'étais pas au courant. Et souvent, les gens me le disent pas parce qu'ils me disent ah, tu dois en recevoir des tonnes, ce qui est vrai. Mais sincèrement, je me lasserai jamais de voir l'impact qu'on arrive à avoir. Et je sais que même pour les équipes, ça donne envie de se dépasser, que de se dire voilà, on n'est pas juste en train de faire du montage vidéo ou en train de lire des études, on change des vies. Et d'ailleurs, c'est la phrase qu'on se répète après les meetings dans l'équipe.
On est là pour transformer des vies. Donc voilà, moi si je peux avoir de vos nouvelles, vous allez me rendre heureux. Merci David. Merci David. Je peux pas dire plus. Ciao à tous. Merci.